Les anciens textes indiens évoquent des chars richement ornés, voire des palais entiers, connus sous le nom de Vimana, capables de s'élever dans les airs et de parcourir, en quelques secondes, des distances allant jusqu'à l'espace. Si certains considèrent ces Vimana comme relevant exclusivement de la mythologie indienne, d'autres estiment qu'ils pourraient s'inspirer d'une technologie véritable, perdue au fil des siècles. Selon les textes de l'ancien Veda indien, il existait des Vimana variés, comme le Vimana éléphant doté de plusieurs moteurs, ainsi que de nombreux modèles portant des noms d'animaux ou d'oiseaux. Certains étaient conçus pour des trajets locaux, d'autres pour voyager à l'étranger, et d'autres encore pour explorer la Lune ou d'autres planètes. Ils pouvaient atteindre des vitesses stupéfiantes. L'un des Vimana possédait la capacité exceptionnelle de se rendre invisible. Un autre, en forme de sphère, était propulsé par les vents de Mercure. Ce modèle aurait produit un rayon immense, comparable à celui du Soleil, et un bruit retentissant semblable au tonnerre. Tous les Vimana étaient réputés indestructibles et parfaitement adaptés au combat. Pour piloter un Vimana, il fallait maîtriser un ensemble de connaissances, comparables à celles requises pour un pilote d'avion moderne, et regroupées en 32 secrets. Ils incluaient la structure de l'engin, les techniques de décollage et de manœuvre en toute sécurité, ainsi que des savoir-faire spécifiques comme comment se rendre visible ou invisible, comment se dissimuler, comment être rapide, ou encore comment gérer les phénomènes de contraction et d'expansion. Pour échapper à ses adversaires, le pilote d'un Vimana devait se hisser jusqu'à la 8e couche atmosphérique au-dessus de la Terre et tirer parti de la puissance des rayons solaires obscurs. Si cette consigne peut paraître étrange, d'autres instructions, plus plausibles, conservent une certaine pertinence dans le contexte de l'aéronautique moderne. Certaines sections des textes dédiés aux Vimanas mettent en lumière des aspects tels que les itinéraires de vol, la formation des pilotes, la navigation, mais également les tenues appropriées pour ces derniers, ainsi que les aliments recommandés pour de longs trajets. Ces écrits recèlent également des informations techniques détaillées sur l'utilisation de métaux absorbant la chaleur, les types de métaux employés et leurs points de fusion. Les défenseurs de l'idée que les Vimanas étaient plus que de simples mythes estiment que les anciens Indiens n'auraient probablement pas consacré autant de précision à une vulgaire légende. Ainsi, ces palais volants pourraient avoir été réels et extraordinairement en avance sur leur temps, à l'image de nombreuses autres inventions indiennes. Au VIe siècle avant notre ère, un chirurgien indien du nom de Sushruta a rédigé ce qui est considéré comme le premier manuel de médecine et de chirurgie. Surnommé le père de la chirurgie pour ses contributions, Sushruta a catalogué des centaines de plantes médicinales et décrit des interventions chirurgicales complexes. Il a notamment consigné des instructions pour des reconstructions nasales, ainsi que des greffes de peau transférées d'une partie du corps à une autre. La technique originale de rhinoplastie, qui consistait à prélever un fragment de peau sur le front pour reconstruire un nez, demeure utilisée aujourd'hui. Toutefois, à l'époque, cette intervention répondait à des besoins très différents de ceux d'impressionner le public des réseaux sociaux. Ces chirurgies étaient destinées à aider des individus ayant perdu leur nez en raison d'un châtiment ou de blessures subies au combat. C'est à un prodige des mathématiques indiens de l'Antiquité, nommé Aryabhata, que nous devons l'invention du zéro. Bien qu'elle puisse paraître anodine, cette découverte a été cruciale, car sans elle, il n'existerait ni système binaire, ni ordinateur. Avant le 5e siècle de notre ère, les gens se contentaient d'un simple symbole pour indiquer l'absence de valeur. Grâce à cette invention, l'addition, la soustraction et bien d'autres opérations sont devenues infiniment plus simples. Vous pouvez observer le plus ancien zéro connu, gravé sur le mur d'un temple de Gwalior, en Inde. Dès 1500 avant notre ère, voire plus tôt, la civilisation de la vallée de l'Indus utilisait des règles en ivoire. Ces instruments, retrouvés lors de fouilles sur les sites de l'actuel Pakistan et du nord-ouest de l'Inde, étaient couramment employés en architecture avec une précision remarquable. Chaque règle comportait des unités mesurant un peu plus de 3 cm, minutieusement divisées en sous-unités précises, jusqu'à une tolérance de 2 millièmes de centimètre. L'invention suivante relève davantage du concept que de l'objet tangible. La standardisation consiste à fixer des règles communes en s'appuyant sur un ensemble de critères, qu'ils soient humains, matériels ou d'intérêts variés. L'une de ces applications les plus notables, à laquelle nous sommes aujourd'hui habitués, est celle des poids standardisés. Que l'on utilise des livres ou des kilogrammes, ces mesures universelles sont essentielles, n'est-ce pas? Pour cela, nous devons un grand merci aux marchands de la civilisation arapéenne, qui vivaient il y a près de 4000 ans. Ces derniers utilisaient des poids standardisés pour mesurer aussi bien des céréales que des produits de luxe. Leur système de mesure reposait sur des bases mathématiques décimales et binaires. Bien qu'ils n'aient pas disposé de technologies avancées,
Ils ont atteint une précision remarquable grâce à des calculs complexes et à l'utilisation ingénieuse de matériaux tels que le sable pour la construction. Leur expertise en matière de standardisation s'est diffusée jusqu'en Perse et en Asie centrale, devenant ainsi une norme mondiale en matière de pesée. Si le yoga est votre pratique favorite, vous avez une excellente raison de rendre hommage aux anciens sages indiens. Le yoga a été mentionné pour la première fois dans les Védas de la civilisation de l'Indus-Sarasvati, dans le nord de l'Inde, il y a plus de 5000 ans. Avec le temps, cette discipline a été perfectionnée et enrichie, devenant une vaste philosophie comprenant plus de 200 écrits sacrés consacrés à l'art d'atteindre l'illumination. Au début de notre ère, le yoga a pris une nouvelle dimension grâce à l'écrivain hindou Patanjali, qui a structuré la pratique dans son œuvre, les Yoga Sutras. Cette discipline s'est transformée en une méthode complète de rajeunissement du corps et en une pratique visant à prolonger la vie, avec des postures que l'on continue à exécuter sur les tapis d'aujourd'hui. Ce n'est qu'au XIXe siècle que le yoga a gagné le monde occidental, où il s'est rapidement propagé. Le jeu d'échecs, souvent considéré comme le jeu de prédilection des intellectuels, est également une invention indienne. Son ancêtre, connu sous le nom de Chaturanga, était un jeu de stratégie sur plateau qui a commencé à se populariser environ 3000 ans avant notre ère. Cette version primitive des échecs se jouait à 4 joueurs au lieu de 2 et comportait 64 cases. Chaque participant disposait de 8 pièces, allant des pions au roi, en passant par les fous et les cavaliers. À cette époque, on n'utilisait pas de dés classiques à 6 faces, mais un dé oblong. Les joueurs qui s'affrontaient étaient en réalité regroupés en 2 équipes selon leur position. La version moderne des échecs, telle que nous la connaissons aujourd'hui, trouve mention pour la première fois dans une légende de l'ancienne littérature indienne. Selon cette histoire, l'épouse du démon Ravana aurait inventé le jeu afin de divertir son époux. Le mot shampooin trouve son origine dans un terme hindi signifiant apaiser ou pétrir. Cette substance, inventée en Inde en 1762, servait à l'origine pour les massages crâniens, d'où son nom. Le premier shampoing était composé d'huile naturelle et de plantes. Les commerçants britanniques, séduits par cette idée, l'ont ramené en Angleterre. Puis il aura fallu plusieurs années pour que cette huile de massage évolue en shampoing tel que nous le connaissons aujourd'hui, mais son origine reste indienne. Contrairement aux Grecs anciens, qui portèrent des peaux d'animaux, les Indiens ont commencé à cultiver le coton dès les 5e et 4e siècles avant notre ère. Ils utilisaient des fils de coton pour fabriquer des textiles, qui devinrent rapidement très prisés en Méditerranée et au-delà. Le jute et la laine trouvent également leurs racines en Inde. Le Cachemire, célèbre pour être la laine la plus fine et la plus luxueuse, provient de la région du même nom, située à la frontière de l'Inde, du Pakistan et de la Chine. Quant aux boutons ornant ces vêtements de Cachemire, ils ont également une origine indienne. Il y a environ 5000 ans, la civilisation de la vallée de l'Indus transformait des coquillages en forme géométrique percés de petits trous. Ces ornements, d'abord purement décoratifs, furent ensuite utilisés pour attacher les vêtements. Lorsque l'on évoque les pionniers de la communication radio, le nom de Marconi est souvent celui qui domine. En 1909, il a même reçu le prix Nobel de physique pour ses travaux révolutionnaires. Pourtant, un autre génie, longtemps resté dans l'ombre, mérite d'être reconnu. Sir Jagdish Chandra Bose. Dès 1895, Bose a démontré le potentiel des ondes de communication radio. Lors d'une expérience à l'hôtel de ville de Calcutta, il a transmis une onde électromagnétique sur une distance de 23 mètres, traversant des murs, déclenchant une cloche et enflammant même de la poudre à canon. Marconi s'est inspiré de l'invention de Bose, le cohéreur à mercure, pour développer sa propre radio bidirectionnelle. Hélas, Bose n'a pas breveté son invention, et il n'a obtenu la reconnaissance de son génie qu'1 siècle plus tard. Nous sommes en 1898, et tu participes à des fouilles à Saqqara. Cet endroit, situé non loin du Caire, regorge de tombes anciennes et de pyramides. En bon aventurier, tu espères trouver quelque chose de vraiment cool, et devenir célèbre. De l'or, des manuscrits, des cartes au trésor, des momies de pharaons. Mais tu trouves un oiseau en bois. Tu es très déçu. Ça ressemble à un simple jouet. Un jouet ancien, mais un jouet tout de même. Tu es alors loin de te douter que, dans quelques années, quelqu'un affirmera qu'il s'agit en fait d'un ancien monoplan. Cet objet, surnommé l'oiseau de Saqqara, est en bois de sycomore. Il a une envergure d'à peine 18 cm et pèse environ 40 grammes.
Un beau souvenir de ton voyage en Égypte, à mon avis. Il a plus de 2000 ans et est assez simple, sans plumes gravées ni aucune autre décoration. Il a cependant un bec et des yeux, ce qui le fait un peu ressembler à un faucon, l'emblème du dieu Horus. Sa queue a quelque chose d'inhabituel, elle est carrée, étrangement droite, et on dirait qu'une pièce aujourd'hui manquante venait autrefois la compléter. Nous adorons résoudre les mystères, du coup, plusieurs théories ont été avancées au sujet de cet oiseau. La première, toute simple, est qu'il s'agissait d'un objet cérémoniel. La deuxième idée est qu'il s'agissait du jouet d'un enfant né dans une famille aisée. Il pourrait s'agir d'une sorte de boomerang, très populaire dans l'Égypte ancienne. Enfin, selon une autre théorie, l'oiseau aurait été utilisé comme girouette. Mais cette théorie n'a pas été retenue, car la figurine ne présente aucun trou ou marquage, à l'exception de celui qui a été fait au musée du Caire pour la fixer sur son socle. Il n'y avait donc jadis aucun moyen de l'accrocher. Près d'un siècle après la découverte de l'oiseau, l'égyptologue Khalil Messia a proposé une nouvelle théorie selon laquelle il pourrait s'agir d'un modèle de monoplan. Selon lui, il manquait à l'oiseau un empennage horizontal. Par ailleurs, ses ailes étaient placées à angle droit, comme celles des avions modernes. Cela aurait pu servir à générer la portance aérodynamique nécessaire au vol. Le docteur Messia a également affirmé qu'il était courant à l'époque de placer des modèles miniatures d'inventions technologiques dans les tombes. Les anciens Égyptiens ont-ils vraiment inventé l'avion en 200 avant notre ère? Cela aurait beaucoup contrarié les frères Wright, que l'on considère comme les inventeurs de l'aviation. Ils n'ont effectué leur premier vol qu'en 1903. Afin de nous en assurer, il nous faudrait tester le modèle. Mais le musée égyptien ne laisserait probablement personne lancer en l'air cette précieuse pièce de collection. C'est pourquoi le concepteur de planeurs, Martin Grégory, a construit un modèle similaire, cette fois en balsa, et a pu conclure que même avec un empennage horizontal, cet avion n'était pas très performant. Affaire résolue. Et non. Une chaîne de télévision n'a pas trouvé cela convaincant et a donc invité un expert en aérodynamique à construire une autre réplique de notre oiseau. Il l'a testé dans des conditions similaires à celles de l'Égypte ancienne et a été impressionné par ses capacités. Ainsi, si le prototype d'un avion a bien été inventé à l'époque des pharaons, il s'agirait d'un opart, ou objet manufacturé incongru, en français. Soit un objet anachronique, en avance sur son temps en termes de technologie ou d'histoire. Et l'oiseau de Saqqara n'est pas le seul exemple d'une telle chose. En 1901, un groupe de plongeurs a découvert la machine d'Anticythère dans une épave sous-marine près de l'île grecque du même nom. On l'a surnommée le premier ordinateur analogique du monde. Et on pense qu'elle date d'environ 100 ans avant notre ère. Le mécanisme en bronze pouvait indiquer la position du Soleil, de la Lune, des planètes et des étoiles, ainsi que les phases lunaires, les dates des prochaines éclipses solaires, et même la vitesse à laquelle la Lune se déplace dans le ciel. Personne ne sait exactement qui l'a utilisé, ni comment ou où il a été fabriqué. Mais il est évident qu'il était extrêmement précis et bien trop avancé pour son époque. Les premières toilettes à chasse d'eau ont-elles été inventées au XXe siècle? Et non. Les Minoens de Crète et la civilisation de la vallée de l'Indus ont mis au point cette super invention à peu près à la même époque, il y a environ 4000 ans. Leur modèle de plomberie était si bien conçu qu'il a fallu attendre 2000 ans avant de voir apparaître quelque chose d'aussi performant. Une ancienne toilette minoenne a été découverte dans le palais de Knossos. Elle était équipée d'un siège de bois placé juste au-dessus d'un tunnel qui conduisait l'eau d'un réservoir vers un égout souterrain. D'autres toilettes nécessitaient un apport d'eau à l'aide de cruches. Seuls les riches pouvaient s'offrir un tel luxe. À l'époque, si tu possédais un bien immobilier, les toilettes chasse d'eau étaient le signe de ton appartenance aux plus hautes sphères. Les portes automatisées étaient une chose nouvelle en 1931. Mais la technologie qu'elles utilisent est en fait beaucoup plus ancienne. Elle date du 1er siècle de notre ère.
le mathématicien et ingénieur Héron d'Alexandrie, imagina à cette époque un système capable d'ouvrir et de fermer les portes. Pour faire fonctionner son invention, il fallait allumer un feu. Un pot en laiton était placé sous le feu, à moitié rempli d'eau. Le pot était ensuite relié à des récipients qui servirent de poids. Grâce à la chaleur, l'eau se déplaçait dans les récipients qui descendaient et tiraient sur les cordes. Rien à voir avec une porte de supermarché qui s'ouvre et se ferme grâce à l'électricité. La porte de Héron mettait des heures à s'ouvrir, et il n'y avait aucun moyen d'arrêter le processus. C'est pourquoi on n'ouvrait les portes qu'une fois par jour, avant que les gens n'entrent dans les temples. Cela ajoutait un peu de mystère aux cérémonies. Incroyable. Il semblerait que la toute première batterie ait été inventée à Bagdad, il y a environ 2000 ans. Un archéologue allemand a découvert une jarre d'argile de forme ovale en 1938. Les scientifiques ne savent toujours pas à quoi elle servait ni qui l'a inventée. Selon une théorie, elle aurait été utilisée pour galvaniser des objets avec des métaux précieux. Lorsqu'elle était remplie d'un acide faible, comme du vinaigre, la batterie produisait environ 1 volt. Selon une autre théorie, il s'agirait d'un récipient destiné à recevoir des rouleaux sacrés. Que dirais-tu de lentilles de contact conçues par Léonard de Vinci? En 1508, il inventa une lentille de verre munie d'un petit entonnoir. Il n'y avait qu'à verser de l'eau à l'intérieur, et cela améliorait la vision. Mais ce n'était pas super pratique. 100 ans plus tard, René Descartes décida d'améliorer cette idée. On dit lentilles de contact, parce qu'elles sont censées entrer en contact avec les yeux, tu vois? Ce tube de verre rempli de liquide permettait une meilleure vision. Mais il était hélas impossible de cligner des yeux. 2 siècles et demi plus tard. La technologie du verre permit aux scientifiques de concevoir des lentilles qui s'inséraient dans l'œil et permettaient même à leurs porteurs de cligner des yeux. Une belle invention. Toutefois, ces lentilles étaient fabriquées en verre soufflé et l'œil ne pouvait pas respirer. Une 50aine d'années plus tard, les concepteurs adoptèrent le plastique, plus léger, incassable et résistant aux rayures, même si les lentilles couvraient encore l'œil entièrement. Ce n'est qu'en 1948 qu'un certain Kevin Tuohy ponça une lentille en plastique et se rendit compte qu'elle restait en place même en ne couvrant que la cornée. Imagine-toi vivre dans le Londres du 19e siècle et avoir besoin d'envoyer un message à New York. Cela prenait alors une dizaine de jours. Du coup, lorsqu'en 1858 les délais passèrent de quelques jours à quelques heures, ce fut une véritable révolution. Le premier message fut envoyé par la reine Victoria elle-même, grâce à un câble télégraphique transatlantique qui passait sous l'océan. Hélas, cette invention ne survécut que quelques semaines. Et il fallut attendre des années pour qu'on puisse à nouveau s'en servir. Le 30 octobre 1759, les habitants du Moyen-Orient ont été réveillés en sursaut par un tremblement de terre. Des fissures sont apparues sur les murs de leur maison, les toits ont commencé à s'effondrer. Les gens sont sortis en courant de leur maison et se sont rassemblés dans des zones dégagées. Mais à cause des fortes secousses, ils continuaient à perdre pied et à tomber. 1 mois plus tard, un autre tremblement de terre s'est produit qui s'est avéré être encore plus fort. Des arbres ont été brisés, des maisons se sont effondrées, des fissures profondes sont apparues dans le sol. La catastrophe a duré 2 minutes. Des oasis, des routes et des villes ont été détruites. Miraculeusement, les anciens bâtiments de Baalbek ont résisté au tremblement de terre. Certains historiens affirment que ce lieu majestueux et mystérieux a été construit sous l'Empire romain. Mais de nombreux chercheurs ne sont pas d'accord. Quelle que soit la vérité, la ville est l'un des principaux mystères archéologiques de l'humanité. Le bâtiment le plus étonnant de Baalbek est le temple de Jupiter. Les habitants de l'Empire romain croyaient que Jupiter détenait le pouvoir sur la foudre et le tonnerre. Le bâtiment ressemblait à une plateforme avec 54 colonnes sur lesquelles reposait un toit massif. Aujourd'hui, on ne peut plus voir que 6 colonnes de 20 mètres de haut. Chacune d'entre elles est composée de 3 sections et ressemble à un crayon. Les mines de ces crayons ont été construites en plomb, ce qui a rendu les colonnes exceptionnellement solides. Chacun de ces morceaux de pierre pesait la somme incroyable de 80 tonnes. C'est le poids de 35 SUV Ford Explorer. Voici le plus grand bloc de la Grande Pyramide de Gizeh.
Mais comparé au bloc de Baalbek, il ne semble même pas si impressionnant. Les fondations sous le temple de Jupiter ont été préservées. C'est ainsi que les spécialistes ont découvert qu'il était composé d'environ 25 pierres monolithiques pesant 450 tonnes chacune. Cela signifie que les blocs de Baalbek pèsent presque 4 fois plus que les blocs d'Égypte. Il y a 3 autres énormes blocs de calcaire dans les fondations, pesant chacun 800 tonnes. C'est plus de 2 fois le poids d'un avion Boeing 747. Les anciens bâtisseurs ont dû avoir du mal à sculpter de tels géants dans un morceau de pierre. Et après cela, ils ont aussi dû les tirer jusqu'au site de construction et les soulever à une hauteur importante. Répéter cette logistique serait probablement un cauchemar pour les constructeurs d'aujourd'hui. Pour réaliser une telle quantité de travail, ils auraient besoin d'un équipement moderne. Mais les constructeurs de Baalbek n'avaient pas de camions, de grues avec des scies circulaires ou d'électricité. Comment les bâtisseurs du passé ont-ils réussi à faire cela ? Les scientifiques ont une théorie qui inclut des cordes, des treuils et des systèmes de levier. Naturellement, les ingénieurs du passé ont fabriqué tous ces gadgets en bois. À environ 900 mètres des ruines du complexe du temple se trouve une carrière. Les archéologues supposent que c'est là que les pierres de la construction ont été taillées. Ils y ont trouvé un bloc de calcaire qui semblait être trop grand, même pour cet endroit incroyable. Le monolithe a été baptisé la pierre du Sud. Il mesurait 20 mètres de long sur 4 mètres de large. Les anciens bâtisseurs n'ont pas eu le temps de le séparer complètement de sa roche-mère. Un groupe de scientifiques autrichiens a estimé que ce morceau de calcaire pesait plus de 1000 tonnes, soit l'équivalent de 3 avions Boeing ou 160 éléphants d'Afrique. Une autre surprise attendait les archéologues près de la pierre du Sud. C'était un deuxième monolithe pesant plus de 1200 tonnes. Mais les anciens bâtisseurs ne se sont pas arrêtés là. Ils ont continué à travailler. En 2014, dans la même carrière, des archéologues allemands ont déterré un bloc qui pesait 1650 tonnes. Personne n'a encore compris pourquoi les bâtisseurs du passé avaient eu besoin d'un morceau de pierre qui pesait autant que 125 bus scolaires. On ne sait pas non plus comment ils comptaient déplacer ce colosse et pourquoi ils n'ont pas terminé le travail. Quoi qu'il en soit, ce troisième monolithe est le plus grand morceau de pierre transformé de l'histoire de l'humanité. Il y a à ce jour plus de questions que de réponses. Certains chercheurs pensent que les anciens bâtisseurs avaient des équipements de pointe. D'autres ne le pensent pas, mais sont impatients de comprendre comment les bâtisseurs ont réussi à déplacer ces pierres. Il y a un grand nombre de bâtiments et d'artefacts anciens dans le monde. Beaucoup d'entre eux rendent encore les chercheurs perplexes. Près de la pyramide de Djéser, en Égypte, les archéologues ont découvert un réseau de tunnels. Cet endroit s'appelle le Sérapéum. Il contient 24 sarcophages pesant de 70 à 100 tonnes. Les boîtes géantes ont été sculptées dans un seul morceau de granit et recouverts de lourds couvercles. Les sarcophages sont parfaitement symétriques. Au toucher, leurs parois sont aussi lisses que du verre. Même avec notre niveau actuel de technologie, c'est très difficile à réaliser. Mais les anciens Égyptiens ont réussi cet exploit. La coupe de Lycurgue est un artefact inestimable et un exemple de nanotechnologie ancienne. Elle est faite d'un verre qui peut changer de couleur. Si tu mets une source de lumière devant la coupe, elle devient verte. Si la lumière est derrière la coupe, elle devient rouge foncé. Dans ce cas, la figure du roi grec Lycurgue devient violet pâle. Les scientifiques n'ont compris comment ce changement de couleur fonctionnait qu'à la fin du XXe siècle. Grâce au microscope, ils ont détecté des nanoparticules d'argent, d'or et de cuivre. Elles avaient été ajoutées à la matrice de verre. Grâce à cela, tu peux observer un changement de couleur appelé dichroïsme. Fait intéressant, l'or et l'argent ont été broyés en fine poussière. C'est presque impossible à réaliser par accident. Très probablement, les anciens experts savaient parfaitement ce qu'ils faisaient. En Bolivie se trouve un curieux endroit appelé Pumapunku. On dirait que d'anciens géants y ont joué avec un énorme jeu de construction. Et après le jeu, ils ont oublié de remettre les pièces dans la boîte. Mais il n'y avait pas plus de géants autrefois qu'aujourd'hui. Ces énormes blocs de pierre ont simplement été sculptés par d'anciens bâtisseurs, il y a plus de 1500 ans. Certaines des pierres pèsent 100 tonnes. Les blocs ont été apportés à une altitude de près de 3900 mètres depuis la carrière située à 95 km du site de construction. Il n'y a pas de forêt dans cette zone, ce qui signifie que les bâtisseurs n'ont pas pu utiliser d'arbres pour fabriquer des rondins de bois. Le monument appartient à la civilisation Inca, or les scientifiques sont sûrs qu'elle n'avait aucun usage pour la roue. En 1992, les habitants d'un village chinois ont décidé de drainer un étang. Leurs ancêtres l'utilisaient pour laver le linge et attraper des poissons depuis des centaines d'années. Ils ont pompé l'eau sans relâche pendant 17 jours. Au fond du réservoir, ils ont fait une découverte inattendue.
Les villageois ont vu l'entrée d'une grotte qui descendait à une profondeur de 30 mètres. Cette incroyable découverte a été baptisée les grottes de Longyu. Des bâtisseurs inconnus avaient creusé des galeries de 30 000 mètres carrés. On y trouve des pièces séparées, des ponts, des bassins et des colonnes qui soutiennent le plafond. Les murs de la grotte sont couverts d'étranges lignes et motifs sculptés. Les scientifiques n'ont pas trouvé d'informations sur l'identité de ceux qui ont creusé les grottes, ni sur la raison pour laquelle ils l'ont fait. La technologie de construction reste également un mystère. Antonio Stradivari a vécu en Italie au XVIIIe siècle. Il crée des instruments de musique. Plus de 600 de ses œuvres ont survécu jusqu'à aujourd'hui. 500 d'entre elles sont des violons. L'un de ces instruments a été vendu aux enchères pour 16 millions de dollars. Les violons fabriqués par ce maître ont un son clair et profond. Les chercheurs n'arrivent pas à comprendre pourquoi les instruments de Stradivarius produisent des sons si uniques. Peut-être est-ce dû au vernis que le maître a utilisé pour recouvrir les violons. La réponse se trouve peut-être aussi dans le bois dont sont faits les instruments. À l'époque, l'Europe avait un climat froid. À cause de cela, le bois est devenu plus dense, et les instruments qui en étaient faits avaient un son particulièrement agréable à l'oreille. Dans la ville indienne de Delhi, il y a un pilier de 7 mètres de haut. Il pèse 6 tonnes et demie et est composé à 98% de fer forgé. Le pilier, vieux de 1600 ans, ne présente aucun signe de rouille ni de dégradation. Les scientifiques pensent que si le monument est si bien conservé, c'est grâce au climat sec et à la composition chimique du métal qui l'a rendu résistante à la corrosion. Et pourtant, les chercheurs ne savent pas comment les forgerons ont réussi à fabriquer un pilier en fer qui ne craigne pas la rouille. Cela semble être un exploit difficile, même pour les métallurgistes modernes. Le rocher Al-Nasla est divisé en deux parties par une fente parfaitement droite. Chaque bloc rocheux repose sur un petit piédestal. Certaines personnes pensent que c'est la preuve d'une ancienne technologie laser. Mais les géologues pensent que la fente est apparue en raison du déplacement du sol ou des vibrations naturelles qui se sont produites sous la roche. Ce processus a conduit à l'apparition de la fissure. Elle s'est agrandie pendant des milliers d'années et progressivement, le monument naturel a pris la forme que l'on peut observer aujourd'hui. Des tunnels, des métros, des réseaux souterrains et même des passages secrets permettant d'accéder aux maisons des personnes riches et célèbres. Pourquoi avons-nous besoin de tunnels, vous demandez-vous peut-être? Pour se cacher, de nombreuses villes ont des tunnels souterrains et même des doubles souterrains. Maintenant, soyons clairs, ces passages ne sont normalement pas reliés entre eux, contrairement à la rumeur populaire selon laquelle il serait possible de se rendre d'Écosse en Turquie en empruntant des passages secrets, construits il y a environ 5000 ans. Oui, si construire cela semblerait fou même aujourd'hui, imaginez à l'époque. Ces tunnels s'appellent officiellement des souterrains refuges. Et ils ont probablement été construits au Moyen-Âge. Mais nous ne connaissons pas la date exacte de leur création. C'est en Bavière qu'ils sont le plus nombreux, mais on en trouve aussi beaucoup en Grande-Bretagne et en France. Les souterrains refuges, qui sont absolument uniques dans le monde entier, se caractérisent par des couloirs étroits de forme ovale et des goulets d'étranglement appelés, en allemand, Schlupf ou Slip-out en anglais. Malgré les spéculations, leur fonction reste un mystère. Cependant, certains de ces tunnels sont équipés de cheminées et même d'évents, ce qui pourrait signifier qu'ils servaient principalement d'abri. Datant du Moyen-Âge, peut-être même du XIIe siècle, les souterrains refuges manquent de marqueurs archéologiques et nous n'avons aucun document historique à leur sujet. Il n'est donc pas surprenant que de nombreuses rumeurs circulent sur leur fonction. Certains scientifiques sont convaincus qu'il s'agissait d'espaces de stockage, bien que leur étroitesse rende cette hypothèse peu plausible. D'autres pensent qu'ils servaient de cachette aux agriculteurs lors des invasions tribales. Cependant, le fait qu'ils ne disposent que d'une seule entrée remet en question leur efficacité pour échapper aux menaces. Si vous vous sentez l'âme d'Indiana Jones et que vous souhaitez vous aventurer dans ces tunnels, vous avez de la chance. Quelques structures, comme l'Erdstahl Radgeblücken en Autriche, accueillent les visiteurs désireux d'en savoir plus. Cependant, la plupart des souterrains refuges sont fermés au public. Les origines de ces tunnels souterrains restent largement inconnues, tout comme leur véritable fonction. Et si vous vous dites « nous sommes au XXIe siècle, nous pouvons à peu près tout étudier », eh bien, vous vous trompez. Ce qui rend ces tunnels difficiles à comprendre, ce sont leurs dimensions réduites. Les méthodes d'arpentage traditionnelles s'avèrent souvent inadaptées dans de tels espaces. Pour résoudre ce problème, les scientifiques utilisent un appareil portatif équipé d'une caméra RVB, d'un gyroscope et de capteurs de profondeur haute résolution.
ce qui leur permet de relever les moindres détails à l'intérieur des tunnels. Ils ont également recours à des techniques modernes telles que la topographie 3D dans l'espoir de découvrir les véritables origines et fonctions de ces tunnels. Une hypothèse suggère même qu'il s'agissait peut-être de logements mal conçus, abandonnés lorsque leurs insuffisances furent devenues évidentes. Pourtant, tout le monde n'est pas tout à fait d'accord avec cette idée. D'autres théories suggèrent qu'ils servaient à des fins spirituelles, tandis que selon l'idée la plus farfelue, ces tunnels seraient des vestiges de civilisations extraterrestres. Les experts pensent toutefois qu'ils servaient simplement à des fins pratiques, pour l'entreposage des biens ou comme cachette contre les pillards. Comme nous n'avons pas d'informations précises sur leur origine, il se peut que n'importe qui, même un paresseux, ait pu les construire. Non, je ne suis pas fou. Les paresseux peuvent effectivement construire des tunnels géants. Regardez plutôt. En 2009, un agriculteur du sud du Brésil conduisait son tracteur dans un champ de maïs lorsqu'il s'est soudainement enfoncé dans le sol. Il s'est vite rendu compte qu'il avait traversé le sommet d'un tunnel souterrain. Lorsque les chercheurs sont venus enquêter, ils ont trouvé un passage d'environ 2 mètres de haut sur 2 mètres de large, s'étendant sur environ 15 mètres, et ce juste au-dessous de la maison du fermier. En regardant de plus près, ils ont remarqué de profondes marques de griffes sur les murs. C'était la preuve que le tunnel n'avait pas été creusé par des hommes. Ce que ce fermier avait découvert était un paléofossé de mégafaune, un tunnel préhistorique creusé par des créatures anciennes, comme des paresseux ou des tatous géants, il y a plus de 10 000 ans. Je sais qu'il est difficile d'imaginer ces animaux, mais laissez-moi vous aider. Prenez un hamster. Maintenant, imaginez-le aussi gros qu'un éléphant. Et n'oubliez pas, ce hamster de 4 mètres de haut peut aussi marcher sur 2 pattes. À leur époque, il y a environ 15 millions d'années, et jusqu'à il y a 10 000 ans, de nombreuses espèces de paresseux et de tatous géants parcouraient les Amériques. Et certains creusaient bien ce genre de tunnel. Aujourd'hui, beaucoup de ces tunnels sont remplis de sédiments, même si certains restent dégagés, comme celui que notre fermier a découvert. Cette découverte de 2009 a suscité un vif intérêt, conduisant à la découverte de plus de 1500 paléofossés dans le sud du Brésil, ce qui en fait la région du monde où la concentration de tels sites est la plus élevée. Mais personne ne sait exactement pourquoi il y en a autant dans le sud du Brésil. Bien que certains paléofossés existent dans toute l'Amérique du Sud, on n'en a trouvé aucun en Amérique du Nord, ce qui est étrange, car ces énormes paresseux parcouraient tout le continent. La fonction exacte de ces grands tunnels reste un mystère, mais les scientifiques pensent qu'ils servaient d'espace post-natal pour la régulation de la température ou pour l'hibernation. Les tunnels se sont probablement développés au fil des siècles, à mesure que les générations successives de paresseux et de tatous les agrandissaient. Maintenant, jetons un coup d'œil au Fougou. Non, il ne s'agit pas de ce mets japonais très dangereux, ni d'une ville en Nouvelle-Guinée. Pour les voir, nous devons nous rendre au Royaume-Uni. Les Fougous sont également des structures souterraines, mais ils ne ressemblent pas exactement à des tunnels. Ce sont des structures en pierre sèche. Ils ressemblent à des grottes décorées à l'aide de pierres. On n'en a trouvé qu'une quinzaine jusqu'à présent, et la plupart se trouvent en Cornouailles. Selon les estimations, ces tunnels auraient été construits il y a environ 2400 ans, et ils sont encore en parfait état, ce qui est vraiment fascinant. À l'époque, les gens ne disposaient pas de machines modernes, et pourtant ces structures sont toujours là. Vous vous imaginez acheter un appartement aujourd'hui et apprendre qu'il sera toujours là dans 2 millénaires et demi? Pour en revenir à nos Fougous, leur fonction supposée n'a rien d'extraordinaire. Ils pouvaient être utilisés à des fins spirituelles, comme cachette ou comme garde-manger. Cette dernière fonction est cependant un peu surprenante. Je suppose que ce n'est un secret pour personne que l'Angleterre est réputée pour son taux d'humidité excessif, et que si vous voulez bien conserver vos aliments, vous devez éviter l'humidité à tout prix. Sinon, vous pouvez dire bonjour à la moisissure et aux champignons. Mais les peuples anciens n'étaient pas bêtes du tout, autrement ils n'auraient pas survécu, et vous et moi ne serions pas là aujourd'hui. Ils utilisèrent donc peut-être ces Fougous pour stocker certains produits, des produits présentant une moisissure naturelle, et contribuer ainsi à la conservation des denrées périssables, comme le lait, le beurre et le fromage. Mais bon, ce ne sont là que suppositions. La véritable fonction de ces tunnels reste inconnue. Ce qui rend les Fougous uniques, c'est qu'il s'agit de tunnels construits délibérément, et non de mines creusées comme on en trouve au pays de Galles, par exemple. Ils ont été réalisés par l'excavation de tranchées profondes,
puis revêtues de dalles de pierre de fête, avant qu'on y déverse du remblai. Tout cela demandait beaucoup de temps et d'efforts. Cependant, quelle que soit la difficulté, les villes du monde entier sont souvent bâties sur des réseaux de tunnels complexes, uniques à chaque endroit. Par exemple, Paris est célèbre pour ses vastes carrières souterraines, qui ont été abandonnées il y a des années, mais qui présentent toujours un risque d'effondrement dans certaines zones. Londres possède l'un des plus grands réseaux de tunnels au monde, dont beaucoup ont été spécialement créés à des fins militaires. À New York, des rumeurs circulent sur l'existence de tunnels secrets, tandis qu'à Los Angeles, on trouve d'anciens tunnels datant de la Prohibition, utilisés par les bars clandestins. De nombreuses autres villes possèdent d'énigmatiques tunnels. Et étonnamment, la Floride ne fait pas exception. Remontons jusqu'en 2011, à Ybor City. Près d'un ancien bureau de poste, une inondation a fait apparaître quelque chose d'étrange. Les vestiges d'une structure inconnue. À l'époque, les gens n'y ont pas vraiment prêté attention. Et ce n'est que 7 ans plus tard que l'on a découvert quelque chose de vraiment fascinant. Ce quartier historique a été fondé dans les années 1880, mais on ignorait jusqu'en 2018 qu'il abritait également un réseau de tunnels cachés. Nous ne l'avons découvert que grâce à des travaux de rénovation. Leur fonction exacte, bien sûr, est inconnue, mais la plupart des scientifiques sont convaincus qu'ils servaient à relier les premières salles de jeu au port de Tampa. Il est difficile de déterminer l'étendue de ce réseau de tunnels. En 2018, on a trouvé dans une maison historique de Seminole Heights des portes verrouillées menant à des tunnels datant des années 1920. Un habitant a même déclaré avoir parcouru un tunnel pendant une vingtaine de minutes. Selon certaines rumeurs, ces tunnels relieraient le fleuve Hillsborough à Ybor City. Les recherches se poursuivent, mais aucune nouvelle information n'a encore été dévoilée. Si une question continue de dérouter les archéologues de nos jours, c'est bien celle-ci. Comment les anciens Égyptiens ont-ils édifié ces pyramides monumentales ? D'après ce que nous savons à ce jour, leurs moyens semblaient plutôt limités, notamment en ce qui concerne les outils et les matériaux nécessaires à la construction. Bien que nous ne disposions toujours pas d'une réponse pleinement convaincante, certaines théories fascinantes méritent d'être examinées. Parmi ces hypothèses, l'une des plus crédibles évoque une méthode ingénieuse employée par les Égyptiens. Imaginez un instant, ils auraient ainsi bâti une rampe inclinée et sinueuse, composée de briques, de terre et de sable, entourant progressivement la pyramide en construction. Au fur et à mesure que l'édifice gagnait en hauteur, ils auraient simplement ajusté la taille et l'étendue de cette structure. Une méthode ingénieuse qui rappelle un jeu de Jenga antique. Mais alors, comment parvenaient-ils à hisser ces blocs de pierre colossaux jusqu'au sommet ? Selon Hérodote, l'éminent historien grec de l'Antiquité, ils auraient eu recours à des traîneaux, des rouleaux et des leviers, transformant ainsi le chantier en une gigantesque épreuve de force collective. Toujours d'après ces récits, il aurait fallu pas moins de 20 années pour achever la pyramide de Khéops, ce chef-d'œuvre emblématique. Hérodote ne s'arrête pas là. Il avance un chiffre stupéfiant, affirmant que 100 000 hommes auraient donc participé à cet incroyable projet. A-t-on engagé l'ensemble de la population égyptienne ? Probablement pas. Mais il est plausible que la majorité de ces ouvriers ayant été des paysans mobilisés durant la période de crue du Nil, lorsque les travaux agricoles étaient suspendus. Une organisation ingénieuse adaptée au cycle naturel du fleuve. Les archéologues contemporains ont toutefois apporté des nuances à cette vision. Vers la fin du XXe siècle, des découvertes ont révélé que la main-d'œuvre pourrait avoir été bien moins nombreuse et davantage spécialisée. Au lieu des 100 000 ouvriers supposés, une équipe d'environ 20 000 travailleurs permanents, assistés par un personnel de soutien incluant boulangers, médecins et quelques prêtres, aurait suffi à mener à bien cet exploit architectural. Une autre théorie, pour le moins audacieuse, avançait que les pyramides auraient été bâties de haut en bas. Selon cette hypothèse, ces édifices monumentaux n'auraient été à l'origine que de simples collines isolées servant de carrières. Les pierres en auraient été extraites progressivement, et au fil du temps, des ingénieurs successifs auraient remodelé ces collines pour leur donner la forme des pyramides emblématiques que nous admirons aujourd'hui. Avant de rejeter cette idée comme une pure fantaisie, certains y voyaient une part de plausibilité. Après tout, des collines isolées existent bel et bien dans certains cas, laissant entrevoir une légère possibilité de vérité dans cette hypothèse. Que ce soit à travers la construction de rampes ou des techniques de travail ingénieuses, une chose demeure incontestable. Ces pyramides continuent de fasciner l'histoire,
et d'alimenter notre imagination. En évoquant les mystères de l'Égypte ancienne, il y a aussi cet immense obélisque inachevé, un vestige intrigant qui suscite de nombreuses interrogations parmi les scientifiques quant à sa méthode de façonnage. Certains pensent que nos ancêtres auraient eu recours à des pilons manuels pour accomplir ce travail colossal. Un spécialiste propose toutefois une interprétation différente. En examinant attentivement les motifs laissés par l'outil utilisé, il souligne une caractéristique intrigante. Les parois des tranchées entourant l'obélisque affichent des stries régulières et bien alignées, ce qui semble improbable si ces marques résultaient uniquement de coups portés par des mains humaines. Selon cet expert, ces striations horizontales sont typiques d'un outil mécanique effectuant des poses régulières tout en retirant la matière. Mais ce n'est pas tout. Imaginez un outil oscillant d'avant en arrière contre les parois de la tranchée, évacuant les débris pour empêcher un rétrécissement progressif. Dans ce scénario, cet outil aurait pu imprimer des stries horizontales particulières aux endroits où il exerçait une pression contre les parois latérales. Cela semble être de la technologie de pointe, n'est-ce pas? Et devinez quoi? Il est peu probable que les Égyptiens de la 18e dynastie aient eu accès à un savoir-faire aussi avancé. Un autre égyptologue renommé, lors de ses explorations, a également découvert plusieurs perceuses à carottes. Bien que les véritables mèches de forage en soient absentes, sa collection renferme des vestiges curieux de carottes en calcaire, en albâtre et même en granit. Les Égyptiens ne se contentèrent cependant pas de ces constructions impressionnantes. En réalité, ils furent les génies à l'origine du miroir portatif. Oui, ce petit miroir que l'on utilise quotidiennement pour inspecter notre apparence. Mais voici l'astuce. Ces miroirs étaient de véritables œuvres d'art. Ils étaient ornés d'inscriptions et de figures décoratives. Ce n'est pas tout. Les Égyptiens prenaient grand soin de leur apparence. Ils comprenaient l'importance de l'hygiène personnelle et de soigner leur image. Dans leur quête de dents éclatantes, ils ont inventé les brosses à dents et le dentifrice. Les problèmes dentaires étaient fréquents à l'époque et leur sourire n'était pas forcément d'un blanc immaculé. L'art dentaire n'était pas leur domaine de prédilection, vous comprenez? Peut-être que leurs esprits étaient plus accaparés par la construction des pyramides. Cela dit, ces anciennes recettes de dentifrice étaient loin d'être inintéressantes. L'une des concoctions les plus originales incluait du sel gemme, de la menthe, des pétales d'iris séchés et du poivre. Quelques dentistes ont eu le courage de tester cette formule et, à leur surprise, elle s'est révélée assez efficace. De la cendre broyée était incluse dans une autre recette pour préparer une pâte nettoyante pour les dents. Mais l'absence de menthe laissait quelque peu à désirer en matière de fraîcheur. C'est alors que les Égyptiens ont eu l'idée brillante d'inventer les premiers bonbons pour la laine. Ils fabriquèrent des pastilles à base d'épices chauffées, comme la cannelle, qu'ils mêlaient à du miel. Passons maintenant à l'art de la décoration intérieure, à la mode égyptienne. Ils ont véritablement élevé l'ornementation à un tout autre niveau. Bien que la décoration du mobilier ait pris naissance en Mésopotamie, les Égyptiens l'ont sublimée. Ils ont misé sur une grande variété de couleurs et ont même créé des papiers de différents grammages. Et n'oublions pas ces petits tapis d'appoint que nous possédons tous chez nous aujourd'hui. Devinez qui en a eu l'idée? Eh bien, les Égyptiens. Ils utilisaient la plante de papyrus, extrêmement versatile, pour tisser ces tapis douillets. Et en parlant de tendance, les Égyptiens étaient de grands amateurs de bibelots. Ils possédaient toute une collection de petites figurines représentant des chats, des chiens et des personnages humanoïdes. Ces statues étaient fabriquées dans divers matériaux, allant de la boue séchée au soleil jusqu'à l'or. Tout dépendait de votre richesse. L'agriculture occupait une place de choix dans la société égyptienne, et ils comprenaient en bien que l'eau propre était essentielle pour leur culture et leurs bêtes. C'est pourquoi ils ont mis au point des inventions et des techniques visant à garantir la fertilité de leurs terres et le bien-être de leurs plantes. Ils ont d'abord eu l'idée brillante d'utiliser des charrues tirées par des bœufs. Il existait deux types de charrues, lourdes et légères. La charrue lourde labourait en profondeur, creusant de grands sillons, tandis que la charrue légère suivait, aérant la terre. Mais ce n'était pas tout. Après le labourage, les Égyptiens brisaient les mottes de terre et semaient les graines. Pour bien enfoncer ces graines dans les sillons, ils faisaient traverser leur bétail sur le champ, fermant ainsi efficacement les sillons. Mais tout ce travail serait vain si les graines restaient aussi sèches que le désert. C'est là qu'intervient l'irrigation. Les Égyptiens étaient si compétents dans ce domaine que d'autres civilisations, comme les Grecs et les Romains, ont été forcés d'adopter leur méthode. Maintenant, changeons de sujet et plongeons dans l'architecture splendide de l'Égypte ancienne.
Ces bâtisseurs n'étaient pas seulement des experts en agriculture, ils étaient aussi des maîtres architectes. Ils ont construit des canaux raffinés pour acheminer l'eau vers les fermes et villages, et croyez-nous, ils savaient comment embellir ces canaux. Imaginez-vous flâner le long d'un canal bordé de structures décoratives. Le pharaon Ramsès II, surnommé le Grand, était un véritable prodige en matière de construction. L'une de ses créations les plus impressionnantes se trouve à Abou Simbel. Ce temple a été conçu de façon à ce que, 2 fois par an, le soleil pénètre directement dans le bâtiment pour illuminer la statue du pharaon. Et n'oublions pas l'encorbellement. Sans cette merveille architecturale, des structures aussi impressionnantes que la pyramide de Khéops n'auraient jamais vu le jour. Les Égyptiens maîtrisaient l'art de faire tenir des édifices majestueux, grâce à leur génie en ingénierie et en construction. Ils ont érigé de vastes salles et des sanctuaires intérieurs qui ne manqueront pas de vous émerveiller. Et certains de leurs temples servaient également d'observatoires astronomiques. Tu as décollé de la Terre et garé ton vaisseau spatial quelque part près de la Lune. Tu es maintenant à près de 380 000 km de ta planète natale. Cela représente presque 100 fois la largeur des États-Unis. Maintenant, tu sors un marteau géant et un énorme burin en utilisant les bras robotiques de ton vaisseau spatial. Tu places le burin au pôle nord de la Terre et tu frappes sa tête avec le marteau. La Terre s'ouvre comme une coquille d'œuf et tu vois une autre planète. C'est Theia. Elle se cache à l'intérieur de notre planète comme le jaune dans un œuf. Il faudrait remonter le temps de 4,5 milliards d'années pour découvrir comment elle est arrivée là. Cette magnifique nébuleuse deviendra bientôt notre système solaire. La poussière colorée et les divers débris spatiaux se rapprochent lentement du centre. Bientôt, ce puzzle de débris deviendra trop lourd et trop dense. La température à l'intérieur de la géante augmente à tel point qu'elle déclenchera une réaction nucléaire en chaîne. 1 seconde plus tard, et boum! Une explosion si puissante que les ondes de choc voyagent loin dans l'espace. Et le flash aveuglant de cette explosion peut être vu de l'autre côté de la Voie lactée. Lorsque la poussière se dissipe un peu, tu peux voir qu'une lumière vive brille encore au centre même de l'explosion. Cette nouvelle étoile est le Soleil. Elle pèse autant que 333 000 terres. Si le Soleil était un seau, il faudrait 1,3 million de planètes de la taille de la Terre pour le remplir. Tu t'intéresses à un petit objet là-bas, à 150 millions de kilomètres du Soleil. Cet amas de roches et de lave chaude, c'est la Terre. En ce moment, la planète est occupée à former son noyau, tandis que les océans de lave se refroidissent progressivement. Mais quelques dizaines de millions d'années après la naissance du Soleil, tu remarques un objet étrange qui se dirige vers la Terre. C'est Theia. Cette petite planète est née à peu près en même temps que la Terre. Et maintenant, elle suit une folle trajectoire en spirale à une vitesse énorme. Les scientifiques pensent que Theia était une sorte de boule avec laquelle Jupiter et Vénus jouaient. Vénus tirait Theia dans une direction, puis sa grande sœur Jupiter la tirait en arrière. Mais le Soleil représente 99,8% de la masse de tout le système solaire. C'est pourquoi l'étoile fixe ses propres règles. Elle fait en sorte que Theia se déplace sur une orbite presque identique à celle de la Terre. Elles se rapprochent donc inévitablement l'une de l'autre jusqu'à devenir voisines. Theia a la taille de Mars et est aussi large que l'océan Atlantique de New York au Portugal. La collision ne peut pas être évitée. Theia se dirige vers la Terre à près de 14 500 km/h, soit 11 fois plus vite que la vitesse du son. Si la plus petite planète s'écrase sur la Terre avec un angle particulier, la Terre sera très probablement anéantie, ainsi que Theia elle-même. La collision provoquera une énorme explosion visible sur d'autres planètes, même en plein jour. Il ne restera rien d'autre que de la poussière et des débris brûlants. Et même si Theia ne touche que légèrement la Terre, elle détruira un morceau de notre planète de la taille de l'Australie. Mais la collision avec Theia se produit à un angle parfait de 45 degrés. Elle percute la Terre à une vitesse phénoménale. L'explosion vaporise littéralement d'énormes quantités de roches et l'onde de choc envoie les débris restants dans l'orbite de la Terre. Un énorme cratère se forme sur le lieu de l'impact. Il se remplit bientôt de lave bouillante. Les restes de Theia et les fragments éjectés de la Terre commencent à graviter autour de notre planète. Selon une certaine théorie, ces fragments forment 2 lunes. Au début, elles voyagent ensemble, mais un jour, elles se rapprochent trop l'une de l'autre et entrent en collision, formant un seul grand corps spatial. L'autre théorie affirme que tous les fragments commencent à être tirés par les restes de Theia.
Un peu plus tard, ils formeront la Lune telle que nous la connaissons aujourd'hui. Mais à ce moment-là, ce n'est encore que de la roche rougeoyante et de la lave. La collision à cet angle incline légèrement notre planète et accélère sa rotation. C'est à cause de Theia que nous avons des saisons et 24 heures dans une journée. La Terre a des plaques lithosphériques, d'énormes pièces solides qui constituent la croûte de notre planète. Après la collision avec Theia, elle commence à se fissurer et à se briser. Cela conduit le carbone, un composant primaire de toute vie connue sur Terre, à se déplacer sur toute notre planète. La Terre développe donc une sorte de métabolisme. Après quelques centaines de millions d'années, les premières créatures vivantes commencent à apparaître sur notre planète. Pendant près de 4 milliards d'années, de simples organismes unicellulaires ont évolué vers la vie que l'on connaît aujourd'hui. Selon les scientifiques, une telle collision est un événement très rare. La probabilité qu'il y ait quelque part une planète comme la nôtre qui ait survécu à la même catastrophe est extrêmement faible. C'est peut-être la raison pour laquelle nous n'avons pas encore trouvé de traces d'autres civilisations dans l'espace. Pendant ce temps, les restes de Theia sont toujours là, sur Terre. Bien sûr, elle ne ressemble pas à une planète entière coincée dans la nôtre. La plupart des fragments se sont fondus dans la croûte terrestre. Si tu enlèves la couche supérieure de notre planète, tu verras 2 énormes boules de lave de la taille de continents entiers. Elles se trouvent juste en dessous de l'Afrique et de l'océan Pacifique. On peut supposer que ce sont les restes de Theia. Ils ne se sont pas mélangés au manteau terrestre à cause de leur densité différente. C'est un peu comme mélanger de l'eau et de l'huile dans un verre. L'huile flottera toujours au-dessus de l'eau et créera une couche uniforme. Mais si tu faisais remonter ces plaques de lave à la surface, elles seraient 100 fois plus hautes que le mont Everest. D'autres restes de Theia pourraient se trouver sur la Lune. Les missions spatiales Apollo ont rapporté de nombreux échantillons de sol pour les analyser. Les scientifiques ont conclu que la structure de la Lune est très similaire à celle de la Terre. On pourrait forer en profondeur et y prélever des échantillons. Puis on analyserait les blobs depuis la Terre. Si leur structure correspondait, ce serait une preuve totalement fiable que Theia a bien frappé la Terre il y a 4,5 milliards d'années, et que la Lune est née ainsi. Mais pour l'instant, Theia reste quelque peu mystérieuse. Les scientifiques ne sont pas encore sûrs que la planète a réellement existé. Cette idée correspond parfaitement au modèle de création de la Lune, mais en réalité, cette incroyable collision pourrait ne jamais avoir eu lieu. Maintenant, tu voyages à 41 années-lumière de la Terre jusqu'à la planète 55 Cancri E. Elle fait environ 2 fois la taille de la Terre et est 8 fois plus lourde. Tu sors à nouveau ton marteau géant et tu l'utilises pour frapper le burin. La planète se fissure. Et tu vois que c'est un diamant géant. La température de cette planète est des dizaines de fois plus élevée que celle de la Terre. Et son sol est riche en carbone. La chaleur exerce une forte pression sur ce carbone et lui fait changer de structure. D'abord, il se transforme en graphite, puis avec encore un peu de pression, le graphite se transforme en diamant. Sur Terre, les diamants se forment à des profondeurs supérieures à 100 km, où la pression est 50 000 fois supérieure à celle de la surface. Les températures y dépassent les 500 degrés, ce qui est aussi chaud que le feu. Les diamants sont éjectés plus près de la surface lors d'éruptions volcaniques. Pourtant, les gens doivent creuser des mines à 500 mètres de profondeur pour trouver ces magnifiques pierres précieuses. Le diamant du Jubilé d'or est le plus gros diamant taillé et facetté sur Terre. Il pèse autant qu'une tablette de chocolat et a la taille d'un hamster. Son prix est d'environ 12 millions de dollars. Imagine maintenant un diamant de la taille d'une planète entière. Tu décides de retourner dans le système solaire. Ta destination est Europa, la lune de Jupiter. Elle est aussi large que la distance entre Seattle et Houston, et sa masse est inférieure à 1% de la masse de la Terre. Sa surface est entourée d'une croûte glacée d'environ 30 km d'épaisseur. Mais que se passe-t-il si tu fends cette croûte avec ton marteau géant? En réalité, Europa est entièrement recouverte d'eau. Il fait très froid ici, 3 fois plus froid qu'au pôle Nord sur Terre. L'eau se transforme en glace presque instantanément. Mais l'océan sous la surface est toujours liquide. Europa interagit avec Jupiter par gravitation, tout comme la Lune avec la Terre. Cela crée des forces de marée et chauffe le noyau d'Europa. Le noyau fait fondre la glace qui l'entoure. Le résultat est un énorme océan, 2 à 3 fois plus grand que tous les océans de la Terre réunis. Les scientifiques pensent que l'eau est la base de la vie. Cela signifie que la vie pourrait exister sur Europa. Il pourrait y avoir des sources thermales, tout comme au fond de nos océans. L'eau y est probablement beaucoup plus chaude. Et même si la pression et la température dans de tels endroits sont probablement extrêmes,
de simples bactéries pourraient y vivre. Europa a presque le même âge que la Terre. Cela signifie qu'il s'est écoulé suffisamment de temps pour que des organismes vivants apparaissent et évoluent. Qui sait, peut-être qu'une civilisation avancée est déjà en train de fleurir sous cette croûte de glace. Ils sont peut-être en train de construire de grandes villes et de rêver de conquérir l'espace en ce moment même. Mais la seule chose que l'on peut faire pour le moment est d'envoyer une sonde sur Europa et de découvrir si la vie est possible. Vous avez vu un bon film d'horreur récemment? Si vous êtes fan de ce genre, vous savez apprécier une bonne intrigue. Et si je vous disais qu'il n'y a pas meilleur scénariste que Mère Nature? Les catastrophes de l'Antiquité étaient plus effrayantes que n'importe quel film d'horreur d'aujourd'hui. Des tsunamis aux éruptions volcaniques. Vous serez choqués par l'ampleur de ces événements. La catastrophe naturelle qu'il faut absolument éviter, c'est le tsunami. Ces gigantesques murs d'eau déferlent sur les côtes et emportent tout sur leur passage. Et ils ne datent pas d'hier. Les scientifiques ont pu établir une chronologie à partir de quelques traces laissées par les plus grands tsunamis. Dans le nord du Chili, un gros rocher se dresse au-dessus de l'océan Pacifique. Derrière lui, un désert à perte de vue. Cette pierre de 44 tonnes n'a rien à faire ici. C'est le résultat d'un tsunami. Des vagues de la hauteur d'un immeuble de 6 étages ont transporté des blocs rocheux comme des cailloux. Les chercheurs estiment que ce phénomène s'est produit en 1420. Mais comment peuvent-ils le savoir? Au XVe siècle, il n'y avait pas de documents écrits dans la région. Mais les détectives se sont mis au travail. Les archéologues ont découvert qu'à peu près à la même époque, un tsunami s'est produit au Japon, de l'autre côté de l'océan Pacifique. Le sol a tremblé au large des côtes chiliennes. C'est ainsi que le tsunami a été créé. La vague a ensuite parcouru près des 2/5 de la circonférence de la Terre. Un tsunami vraiment infatigable. Mais ce n'était pas un événement isolé. Des indices suggèrent qu'un événement similaire s'est produit il y a 3800 ans. À cette époque, les peuples anciens avaient décidé d'abandonner leur village côtier. Ils se déplaçaient vers l'intérieur des terres. Comment savaient-ils qu'il était temps de partir? Il existe des traces d'érosion causées par de forts courants, signe révélateur d'un ancien tsunami. Comme vous l'avez appris dans vos manuels scolaires, l'oxygène représente 21% de l'air que nous respirons. Mais il n'a pas toujours fait partie de l'atmosphère terrestre. Il n'y avait pas d'oxygène pendant toute la première moitié de la vie de notre planète. À l'époque, le dioxyde de carbone et le méthane étaient les principaux composants de l'atmosphère. Oui, ce même CO2 qui fait pétiller nos boissons. Mais l'autre gaz n'est-il pas dangereux? Eh oui, et le méthane est inodore. C'est la raison pour laquelle il n'y avait pas de vie sur Terre il y a des milliards d'années. Comment sommes-nous passés du méthane à l'oxygène? Les cyanobactéries ont fait leur apparition. Ce groupe de microbes a commencé à évoluer il y a environ 2,7 milliards d'années. Ces micro-organismes connaissent la photosynthèse, c'est-à-dire la transformation de la lumière du soleil en énergie. Ils convertissent la lumière du soleil en énergie. Et quel est le sous-produit de ce processus? Vous l'avez deviné, l'oxygène. Rapidement, il a commencé à se répandre de l'eau vers l'atmosphère. Là, il s'est mêlé au méthane, et avec le temps, il l'a complètement remplacé. Les scientifiques ont baptisé ce processus la grande oxydation. Mais en quoi cela peut-il être mauvais? Après tout, c'est grâce à cela que nous sommes en vie. Tout cet oxygène a empoisonné les organismes anaérobies. Et non, il ne s'agit pas là de formes de vie qui séchaient leur cours d'aérobique et de pilates. Ce terme signifie simplement que ces micro-organismes n'ont pas besoin d'oxygène pour se développer. Trop d'oxygène, et c'est la mort assurée. Et c'est précisément ce qui s'est produit. Les scientifiques ont décrit un phénomène de saturation en oxygène qui a modifié l'atmosphère terrestre pour toujours. La disparition de la plupart des organismes anaérobies est un des premiers cas d'extinction. Ils n'aimaient pas l'atmosphère de l'époque et ont décidé de se retirer. Mais voyez le bon côté des choses. Ils ont fait de la place pour les humains qui, eux, adorent l'oxygène. Direction la Turquie. Non, pas les stations balnéaires que les touristes visitent en été, mais la région d'Anatolie, dans le sud-est du pays. On trouve à Göbekli Tepe les temples les plus anciens du monde. Ils remontent à la période néolithique. Les scientifiques y ont trouvé un pilier de pierre qui raconte l'histoire d'une ancienne catastrophe. Ils supposent que ce pilier est commémoratif. Aujourd'hui encore, l'homme construit des structures similaires pour marquer un événement important. Le Washington Memorial en est un exemple.
Il a été construit en l'honneur du premier président américain. Mais ce pilier en Turquie ne commémore pas un événement heureux. Les scientifiques pensent qu'il témoigne d'un événement dévastateur, une comète venue s'écraser sur Terre. L'événement a dû être terrible. Le monument comporte également d'autres signes. Ces symboles correspondent à la configuration des étoiles du ciel nocturne de l'année 1950 avant notre ère. Cette date a stupéfié les chercheurs, car elle correspondait à leurs recherches antérieures sur un échantillon de carottes de glace au Groenland. Ils avaient découvert qu'un fragment de comète avait heurté notre planète à peu près à la même époque. Le site archéologique était peut-être un ancien observatoire. Et ceux qui y travaillaient ont été témoins d'un événement cataclysmique. L'impact a dû être si puissant qu'il a modifié l'axe de rotation de la Terre. Il s'agit du pôle imaginaire qui traverse notre planète de haut en bas. Cette ancienne comète a dû être très puissante pour déséquilibrer la Terre entière. Avez-vous entendu parler de la ville de Tal el-Hammam dans la vallée du Jourdain? La raison pour laquelle vous répondez probablement par la négative est que cette ville n'existe plus aujourd'hui. Elle a complètement disparu vers l'an 1650 avant notre ère. Elle était l'une des 3 villes principales de cette partie du Moyen-Orient. Ensemble, ces 3 villes avaient une population supérieure à celle de Palm Springs aujourd'hui. À l'époque, Tal el-Hammam était une métropole. Elle possédait même des gratte-ciel, des immeubles de 5 étages construits en briques crues. Mais les archéologues ont découvert d'étranges marques sur ces briques. Les briques avaient fondu sous l'effet de températures élevées. Au feu. Une catastrophe avait provoqué un incendie majeur. Les découvertes archéologiques nous ont permis de connaître la cause de ces dégâts, un caillou venu de l'espace. Mais alors, où est le cratère? Cette comète ou cet astéroïde n'a jamais atteint le sol. Il s'est désintégré avant car il se déplaçait à très grande vitesse. On appelle ces événements des explosions aériennes. La plus grande explosion de météores observée s'est produite à Tunguska, dans le nord de l'Asie, en 1908. Les scientifiques estiment que l'explosion de Tal el-Hammam s'est produite à 4 km au-dessus de la ville. Cet événement a libéré énormément d'énergie. La température de l'air a rapidement atteint 2000 degrés Celsius. C'est assez chaud pour que le tissu et le bois s'enflamment en un instant. Les briques de terre crues et le métal commencent à fondre lorsqu'ils sont exposés à pareille chaleur. C'est ce qui expliquerait les indices découverts par les scientifiques. Mais il y a eu une autre découverte, du sel. L'événement a été si puissant qu'il a répandu du sel dans toute la région de la mer Morte. Tout agriculteur vous dira qu'un sol salé ne fait pas bon ménage avec les cultures. Les gens ont commencé à quitter la zone, ils ne pouvaient plus rien cultiver. Imaginez une île de village blanc entourée d'une mer bleu saphir. Un tel endroit existe dans la réalité. Il s'agit de l'île de Santorin. Mais cet endroit cache en réalité une histoire de destruction. L'île est d'origine volcanique. C'est une violente éruption qu'il a créée il y a environ 3000 ans. Aujourd'hui, il y a 2 îles. La plus grande a la forme d'un fer à cheval. Lorsque vous les regardez d'en haut, les 2 îles semblent former un cercle. C'est parce qu'elles formaient autrefois une seule et même terre. Elles comportaient une grande montagne et étaient de forme ronde. Mais tout a changé presque du jour au lendemain. L'une des plus grandes éruptions volcaniques de l'histoire de l'humanité a déchiré Santorin. La terre a tremblé, des tsunamis se sont formés et des nuages de cendres ont envahi le ciel. Une image effrayante. Les gens ont ressenti l'éruption à des centaines de kilomètres de là. Une fois l'éruption terminée, l'eau de mer s'est engouffrée dans la caldeira de l'ancien volcan. C'est pourquoi l'eau de la lagune a une si belle couleur. Si les scientifiques en savent autant sur le passé de Santorin, c'est grâce à un assistant improbable, un arbre, le genévrier pour être exact. Son bois aromatique est utilisé pour plein de choses, des meubles à la fabrication de crayons. Sur l'île grecque, ces cernes ont révélé l'histoire de l'ancienne éruption. Lorsqu'un arbre grandit, il ne se contente pas de monter. Il s'étend aussi en largeur. Chaque nouvelle couche d'écorce ajoute un anneau au tronc. Il faut 1 an pour qu'un anneau se forme. Et l'un des anneaux de cet arbre était anormalement pâle. Les scientifiques ont fait le calcul.
et ils ont obtenu la date de l'éruption, 1560 avant notre ère. Aujourd'hui, nous partons en voyage dans l'histoire de l'art. Notre objectif principal est de percer le mystère de savoir si toutes les statues anciennes ont toujours été blanches. Nous allons visiter des musées et même voyager dans le temps pour essayer d'avoir un aperçu de ce à quoi ressemblaient vraiment ces statues à l'époque. Pour commencer, nous atterrissons à New York. Nous montons les célèbres marches du Met, le Metropolitan Museum of Art, et nous entrons dans cet énorme musée. Nous empruntons un couloir et arrivons dans la salle où se trouve l'une des plus grandes collections au monde de statues grecques et romaines antiques. En admirant le large éventail de statues, une chose saute aux yeux. Elles sont principalement blanches. C'est logique puisque leur matériau principal est le marbre blanc. Pendant des siècles, les historiens, les archéologues et les chercheurs ont toujours considéré ce fait comme acquis. Ces statues n'ont-elles pas toujours été blanches ? Jusqu'à ces dernières décennies, ce n'était pas une question dont on discutait. Mais dans les années 1980, des chercheurs ont déterré une ancienne statue grecque qui était clairement pigmentée. Cette nouvelle découverte les a poussés à se demander si toutes les statues antiques étaient peintes. Jetons un coup d'œil attentif à cette œuvre d'art. On a découvert que cette statue grecque du IIIe siècle avant notre ère était presque entièrement peinte. Toujours dans sa forme originale. Nul besoin d'être un expert pour remarquer que la statue porte encore certaines de ses couleurs d'origine, avec quelques nuances de bleu et de rouge. En réalité, cette statue n'est pas une exception. C'est la norme. Il s'avère que les civilisations anciennes peignaient effectivement leurs sculptures avec des couleurs vives et lumineuses, mais quelque part le long de notre ligne de temps historique, cette information s'est perdue. Selon les chercheurs, pigmenter les sculptures était un moyen de rapprocher leur représentation de la vie réelle. Nous vivons bien dans des couleurs vives. Alors pourquoi l'art ne le reflèterait pas ? Prenons un peu de recul pour comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi les galeries de nos musées sont-elles remplies de statues désespérément blanches ? Tu as sans doute entendu parler de Michel-Ange. C'est un célèbre sculpteur italien à qui l'on doit notamment l'iconique David et le plafond de la chapelle Sixtine. Michel-Ange était l'un des peintres les plus emblématiques de la Renaissance. La Renaissance est une période historique au cours de laquelle les artistes, philosophes et scientifiques européens ont développé un intérêt renouvelé pour les créations de la Grèce et de la Rome antique. Des artistes comme Michel-Ange ont étudié une série de sculptures romaines, comme par exemple le groupe de Laocoon. Ils sont tombés amoureux de leurs figures réalistes et de leur marbre blanc immaculé. La seule chose qu'ils ne savaient pas, et ils n'avaient pas la technologie pour le savoir, c'est si les pigments colorés de ces sculptures avaient déteint. Après tout, elles ont été trouvées après avoir été enterrées ou laissées à l'air libre pendant des années. On pense que cette statue en particulier, le Laocoon, avait des serpents et des manteaux colorés, par exemple. Lorsque les artistes de la Renaissance ont entrepris de rendre hommage aux artistes antiques, ils ont également laissé leurs chefs-d'œuvre à nu. Ils ont sculpté directement sur le marbre et les ont laissés blancs, sans pigmentation, probablement parce qu'ils pensaient que c'était ainsi que les choses se faisaient autrefois. Les œuvres de Michel-Ange et de ses pairs ont influencé toute une génération de sculpteurs par la suite. Cette façon de faire de l'art a donc voyagé jusqu'au temps moderne, sans qu'on se pose trop de questions. Pourtant, les preuves de la présence de pigments de couleur dans les statues anciennes sont nombreuses. Certaines recherches révèlent que les érudits savent depuis au moins un siècle que les sculptures antiques n'étaient pas toutes blanches à l'origine. D'autres études suggèrent que cette découverte pourrait avoir eu lieu encore plus tôt. Au début des années 1980, l'archéologue Vinzenz Brinkmann a fait une énorme découverte. Alors qu'il était étudiant à l'université Ludwig Maximilian à Munich, il a développé une technologie capable de détecter la polychromie dans d'anciens échantillons de statues grecques. La polychromie est l'art de peindre en plusieurs couleurs. Quoi qu'il en soit, il a été surpris par sa découverte et s'est demandé pourquoi les autres chercheurs et archéologues n'en parlaient pas. Il se trouve que la première découverte que les statues anciennes n'étaient pas si blanches a eu lieu il y a longtemps,
bien avant la naissance de Brinkman. Elle a eu lieu pendant l'exhumation de Pompéi, dans les années 1700. Comme tu le savais peut-être, la ville de Pompéi dans le sud de l'Italie a été entièrement recouverte de lave après l'éruption soudaine du mont Vésuve. La ville a été détruite, mais les nuages de cendres qui ont surgi de la lave ont permis de préserver une grande partie de la structure de la ville à travers le temps. Pour le plus grand bonheur des historiens de l'art et des archéologues, Pompéi est devenu un terrain de fouilles privilégié pour comprendre la Rome antique. Les chercheurs y ont trouvé plusieurs fresques conservées qui représentaient des scènes de la vie quotidienne romaine. Dans l'une d'elles, on voit un artiste peindre une sculpture. Ce fait a été documenté par un historien de l'art très célèbre, connu sous le nom de Johann Joachim Winckelmann. Il est aussi considéré comme le père de l'histoire de l'art. Maintenant, regardons de plus près une autre statue célèbre. Pour l'admirer, il faut aller à Rome et visiter les musées du Vatican. La statue est une représentation classique de César Auguste. Au cas où tu ne le saurais pas, il est le fondateur de l'Empire romain et le premier empereur de Rome. C'est un personnage important. La sculpture s'appelle l'Auguste de Prima Porta. Tu l'as peut-être déjà vu dans un manuel d'histoire. Il se trouve qu'elle est toujours représentée sous sa forme de marbre blanc. Mais selon une découverte archéologique des années 1860, la statue originale était bien plus colorée. Selon les archéologues, la statue d'Auguste de Prima Porta avait une tunique rouge, une armure jaune et un manteau violet. Il est important de garder à l'esprit que les couleurs n'étaient pas fabriquées artificiellement comme aujourd'hui. Les artistes ne pouvaient produire des couleurs qu'à partir de ressources naturelles. Ainsi, le violet, par exemple, était une couleur extrêmement difficile à fabriquer. À l'époque, on tirait le violet du mucus d'une espèce rare d'escargot. Cela signifie que toute personne qui utilisait la couleur violette pour pigmenter son art et ses vêtements était puissante et riche. Cela semble être une preuve suffisante que les statues anciennes n'étaient pas toujours blanches. Mais comme on peut en juger par l'aspect de nos musées modernes, il ne semble pas y avoir eu assez d'intérêt dans la communauté artistique pour explorer davantage la polychromie sur les statues anciennes. Mais te souviens-tu de l'archéologue dont nous avons parlé, Brinkman ? Eh bien, il collecte des données sur la polychromie depuis les années 1980. À un moment donné, il a même commencé à fabriquer des répliques colorées de ces statues. La technologie utilisée est loin d'être simple. Pour reconstituer ces œuvres d'art anciennes, Brinkman en fait une copie en plâtre en 3D. Ensuite, il les peint à la main avec l'aide de sa femme. Pour découvrir quelles couleurs étaient utilisées dans les sculptures originales, Brinkman utilise la lumière UV. Certains pigments brillent sous la lumière UV, exposant des traces qui seraient autrement invisibles. Prenons l'exemple de cet archer coloré. Regarde ces couleurs. Cette pièce est la reconstitution d'un archer en marbre dans le costume d'un cavalier. Pour représenter fidèlement l'archer, les restaurateurs ont dû faire de nombreuses recherches sur l'histoire de la région où la pièce a été trouvée à l'origine. Car les couleurs ont une signification culturelle. Associée à la technologie UV, cela a permis la reconstruction que l'on peut admirer maintenant. Cela semble très éloigné de l'idée que l'on se fait de ce que les Grecs auraient fait. Mais c'est censé ressembler exactement à l'original. Selon Brinkman, on ne devrait pas être si surpris que les anciennes civilisations occidentales aient utilisé des couleurs vives pour dépeindre la réalité. Après tout, les Romains et les Grecs ont été fortement inspirés par les œuvres d'art de la civilisation égyptienne, de l'ancienne Mésopotamie et de l'Asie. Par exemple, si l'on regarde le célèbre sphinx égyptien, on peut être amené à croire qu'il a toujours eu cette apparence. Mais ce n'est pas du tout le cas. Des études modernes et des reconstructions virtuelles du monument nous montrent qu'il était très coloré. Le corps de la statue aurait été peint en couleur terre cuite, tandis que la coiffe royale qui entoure la tête aurait été dorée et bleue. Toutes ces couleurs étaient considérées comme importantes à l'époque égyptienne, et il était tout à fait approprié de les utiliser pour représenter un pharaon. Il fait nuit, et tu t'apprêtes à pénétrer dans la dernière demeure du pharaon Toutankhamon. Tu n'as pas de torche, mais tu t'es au moins muni d'une lampe de poche.
Tu descends plusieurs étages et tu remarques que les murs sont gravés de hiéroglyphes et de ce qui ressemble à un sort. Le sort dit « Ceux qui emporteront quoi que ce soit de cet endroit seront maudits ». Même si tu n'y crois pas vraiment, ça te fait un peu peur. Tu trouves une énorme porte en pierre. Est-ce un piège ? Tu réussis à l'ouvrir, mais non, derrière, la salle est vide. Tu consultes ta carte. Il semble que tu suives la bonne direction. Au bout de plusieurs heures, tu comprends que tu es pris au piège dans un labyrinthe. Tu essayes de revenir sur tes pas, mais tu ne trouves plus la porte par où tu es entré. Ça y est, te dis-tu, tu es tombé dans le piège du pharaon. Et tu n'as rien apporté à manger. Nous avons tous vu des films hollywoodiens dans lesquels le personnage principal explore des ruines et se trouve confronté à des pièges très dangereux, n'est-ce pas ? On nous a répété que la royauté égyptienne protégeait ses dernières demeures à l'aide de scorpions et de serpents venimeux, de portes coulissantes qui vous emprisonnent à vie et d'immenses rochers qui écrasent tous ceux qui se trouvent sur leur chemin. Mais ces pièges étaient-ils vraiment réels ? Je regrette d'avoir à te l'annoncer, mais il ne s'agit que de fiction. Ces pièges sont trop complexes techniquement pour que des civilisations anciennes aient pu les concevoir. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de pièges du tout. Les civilisations anciennes, comme celles des Égyptiens et des Mayas, construisaient des monuments qu'elles dédiaient à leurs grands morts. Ces structures témoignaient souvent de la position qu'occupait la personne dans la société. Ainsi, pour les personnes vraiment importantes, les VIP de leur époque, on bâtissait d'immenses monuments qui abriteraient leurs dépouilles longtemps après leur disparition. Certaines de ces civilisations croyaient que la vie se poursuivait de l'autre côté du voile. C'est pourquoi on enterrait les gens avec leurs possessions. S'ils étaient riches et puissants, les sépultures étaient remplies d'or et de richesses. Imagine maintenant que tu vives en Égypte ancienne. Tu sais exactement où se trouvent tous les tombeaux des pharaons et tu as entendu des rumeurs sur les grandes richesses conservées dans ces lieux. Peut-être serais-tu tenté d'aller y jeter un coup d'œil ? Il s'agit de grandes salles remplies du sol au plafond d'objets d'or, de bijoux et même d'argent. C'est vrai, c'est tentant. Et comme il n'y avait pas de gardien pour protéger l'entrée de ces lieux, les Égyptiens devaient faire preuve d'imagination pour préserver ces trésors. Les pièges étaient une solution très pratique. On construisait par exemple des salles vides à l'intérieur des monuments afin de confondre les voleurs. Examinons la dernière demeure d'Amenhotep III. Elle fut construite dans la ville de Luxor, dans un wadi secondaire de la vallée des rois. 2 ingénieurs français ont découvert le monument entre 1905 et 1914. Cette structure est immense et comporte plus de 10 salles reliées entre elles par de longs couloirs et de raides escaliers. La salle du roi est la mieux dissimulée et avant de la trouver, un étranger sera perdu plusieurs fois dans ce sombre dédale. D'autres pharaons ont tenté de protéger leurs richesses en faisant construire des monuments dont les faux planchers dissimulaient des trous d'une profondeur pouvant aller jusqu'à 6 mètres. Les visiteurs indésirables étaient ainsi découragés dans leurs recherches en voyant s'ouvrir le sol en chemin vers la chambre du roi. Outre les faux planchers, ils excellaient à construire de véritables labyrinthes de couloirs et de fausses murailles. Et les voleurs pouvaient mettre des heures avant de trouver la riche sépulture. Quant aux serpents venimeux, il est probable qu'ils soient venus d'eux-mêmes s'installer dans les fosses de ces monuments. Et sans doute ne restaient-ils pas très longtemps. Comment ces reptiles auraient-ils pu survivre des années durant sans nourriture dans cet obscur intérieur ? Oui, il s'agit donc bien encore d'une légende inventée par Hollywood. Si ces pièges te paraissaient ennuyeux, les archéologues ont trouvé un moyen de dissuasion intéressant dans la dernière demeure de la Reine Rouge de Palenque au Mexique. Palenque était l'une des puissantes cités mayas du Mexique précolombien. On pense que la Reine Rouge était la grand-mère du dernier roi maya. Sans aucun doute, une personne d'une grande importance pour l'Empire. En son honneur, un immense monument fut construit pour conserver son corps après sa mort. La découverte de la tombe elle-même a été un véritable événement. Les archéologues ont trouvé un ancien monument en creusant sur le site en 1994.
ils ont d'abord vu une salle avec une porte cachée. Une fois la porte ouverte, ils ont découvert un long couloir. Enfin, au bout de ce couloir, se trouvait la chambre de la reine. Les archéologues étaient impatients de mettre au jour cette salle contenant la momie de la reine. Elle était entourée de perles, de coquillages de jade et de pierres précieuses. Mais en explorant les vestiges, l'équipe a remarqué quelque chose d'assez étrange. La pièce était couverte de poudre rouge. Les chercheurs connaissaient l'importance de cette couleur pour le peuple maya et savaient qu'ils s'en servaient pour décorer leurs vêtements et leurs bâtiments. Mais ils ne comprenaient pas la présence de cette substance inconnue dans la sépulture de la reine. Après en avoir rapporté un échantillon pour une analyse approfondie, ils ont découvert que cette poudre était du cinabre, un minéral très nocif. Cette poudre, lorsqu'elle est inhalée, peut causer de graves dommages à la santé d'une personne. L'équipe a conclu qu'il ne pouvait s'agir que d'un piège pour ceux qui tenteraient de s'emparer de ces richesses. Les poudres toxiques sont peut-être les pièges les plus efficaces que nous ayons vus jusqu'à présent. Mais le moyen le moins onéreux d'éloigner les visiteurs indésirables était peut-être d'inscrire des sortilèges sur les surfaces des monuments. Nous en ririons probablement aujourd'hui, mais à l'époque, cela marchait extrêmement bien. Les sorts disaient généralement que quiconque emporterait quoi que ce soit connaîtrait un destin funeste. Certaines formules promettaient aux voleurs qu'ils perdraient leur maison dans de grands incendies ou de terribles inondations, d'autres que les malfaiteurs auraient des problèmes de santé incurables. Mais rien de tout ça n'a suffi à dissuader les pilleurs. D'étranges histoires semblent attester de la réalité de ces sortilèges. L'une d'entre elles est celle du célèbre égyptologue britannique Howard Carter, responsable de la découverte de la tombe du pharaon Toutankhamon dans les années 1920. Après des mois de fouilles infructueuses, Carter a découvert cette sépulture par hasard. Il a trouvé l'entrée d'un escalier sous le sol dans lequel il creusait depuis des mois. Aidé d'une équipe, il a dégagé les amas de sable qui en bloquaient l'entrée et a découvert une porte. Plusieurs symboles étaient gravés sur celle-ci. Et Carter savait que cela ne pouvait que signifier qu'une personne très importante avait été enterrée à cet endroit. Et il avait raison. À l'aide de son burin, il fit un trou dans le coin supérieur gauche de la porte en s'éclairant à la flamme d'une bougie. Il n'en croyait pas ses yeux. Devant lui, de nombreux objets d'or ainsi que des joyaux brillaient de tout leur feu. Carter venait de découvrir la dernière demeure de Toutankhamon, perdue depuis 3000 ans. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Cette découverte s'accompagna d'une série d'événements malheureux qui portent à croire qu'un sort avait été jeté. Quelques années plus tard, Carter mourut mystérieusement. Et certains de ses assistants perdirent leur maison dans des inondations, tout comme l'une des formules le promettait. Certaines personnes croient qu'il s'agit de simples coïncidences, car il n'y a aucune preuve du lien entre ces différents événements. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Était-ce un bon piège après tout? Imagine que tu puisses passer une semaine entière à scruter des ruines anciennes et à prendre des photos des sites archéologiques les plus surréalistes qui soient. Serais-tu prêt à le faire? Alors, commençons à creuser. La première étape de ton périple est l'Asie du Sud-Est. C'est là que se trouvaient les ruines les plus impressionnantes. Commençons par Bagan, situé aux confins de la Birmanie. Il existe plusieurs façons de visiter le site, et tu es heureux d'avoir décidé de souscrire à 2 expériences différentes. La première est un voyage en montgolfière au lever du soleil. Juste avant l'aube, tu grimpes à bord du ballon et, dès que le soleil commence à poindre à l'horizon, tu entreprends de survoler cette région enchanteresse. Au fur et à mesure que le soleil s'élève dans le ciel, il se reflète sur plus de 2000 structures dorées de forme conique. Ce volume en montgolfière est plutôt bref, mais il permet d'avoir une vue imprenable sur la 60aine de kilomètres que couvre le site. De retour sur la terre ferme, tu loues un vélo et arpentes le village des ruines. Certaines d'entre elles sont à ciel ouvert et permettent un petit coup d'œil à l'intérieur. Ces magnifiques vestiges ont été construits entre le XIe et le XIIIe siècle de notre ère et faisaient principalement office de lieu de culte. Il s'y trouvait à l'origine plus de 10 000 bâtiments, mais ils se sont progressivement détériorés au fil du temps, notamment en raison des tremblements de terre
Heureusement, le site a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2015 et est préservé depuis. Tu attrapes ensuite un volume pour le Cambodge, où tu prends le temps de visiter les temples d'Angkor, un célèbre site archéologique niché au cœur de la jungle. Heureusement que tu as emporté de l'insecticide avec toi. La cité d'Angkor aura été la capitale de l'Empire Khmer du 9e au 15e siècle. Et pour information, le mot Angkor signifie « capitale » en ancien sanskrit. Fondée par le roi Yasovarman Ier, la ville est devenue l'une des plus grandes cités du monde pré-industriel. Les chercheurs affirment que près d'1 million de personnes y auraient revécu. Encore aujourd'hui, Angkor est admiré pour son architecture étonnante. Le style Khmer se reconnaît à l'emploi d'énormes blocs de grès. Et les tours du complexe auraient été autrefois décorées d'or. Mais aujourd'hui, le site ne consiste plus qu'en un labyrinthe de temples envahis de lianes. La ville fut abandonnée en 1431 pour n'être redécouverte que dans les années 1840. Oh, et si tu ne t'en doutais pas déjà, il s'agit également d'un site répertorié au patrimoine de l'UNESCO, et ce depuis 1992, des fois que tu voudrais te vanter auprès de tes amis de tes aventures culturelles à l'avenir. Ton périple se poursuit en Égypte. Tu es ici pour visiter le temple de Karnak, dans la cité de Luxor. Pour t'y rendre, tu optes pour le moyen le plus romantique, à savoir une croisière en bateau sur le Nil. En quittant le Caire, tu te diriges vers le sud jusqu'à atteindre la célèbre cité antique. Autrefois connue sous le nom de Thèbes, Luxor fut pendant des siècles la capitale de l'Égypte et un véritable centre administratif et économique. C'est pourquoi le complexe de Karnak est un site archéologique d'une telle importance. Tu choisis de le visiter de nuit et, dès l'entrée, tu es frappé par la beauté du site. Le soir, de puissants projecteurs illuminent d'une lueur dorée les statues et les colonnes en pierre du temple. Celui-ci est immense et a été principalement construit au XVIIIe et XIXe siècle avant notre ère. Chaque pharaon égyptien de cette période a apporté sa propre marque architecturale au site. L'apogée de cette visite est une promenade dans l'allée des Sphinx, conclue par la découverte de la grande salle hypostyle. Cette vaste chambre est remplie de piliers imposants et de colonnes en grès massif. C'est un spectacle à couper le souffle. De l'Égypte, tu te diriges vers la Jordanie. Si tu aimes les paysages au ton mordoré, tu es au bon endroit. La cité de Pétra est une merveille du monde antique. Située dans le désert jordanien, la ville fut un centre commercial dès le XVe siècle avant notre ère. Les Nabatéens, un ancien peuple arabe, demeuraient aux abords de la ville rose et a prospéré pendant de nombreux siècles, ayant accumulé une quantité importante de richesses. La ville était connue pour son système innovant de gestion des eaux, lequel a rendu la région habitable. Et bien entendu, tu auras un aperçu de et vestiges lors de ta visite. La structure en forme de porte monumentale, sculptée à même la roche, et qui a fait la renommée de Pétra, s'appelle la Khazne, ou trésor du pharaon. Elle se trouve à l'entrée principale du site, et on dit qu'un véritable trésor y serait enfoui. N'oublie pas de te placer juste en dessous de l'arche, et de prendre l'une de ces photos connues de tous pour tes réseaux sociaux. Une fois Pétra cochée sur ta liste, tu t'envoles pour le sud de l'Europe. Plus précisément, la pointe de la botte italienne. Tu as prévu une excursion d'une journée afin de visiter les ruines de Pompéi. Pompéi est accessible en voiture depuis la ville de Naples. Elle abrite les ruines sinistres mais parfaitement préservées d'une cité qui fut jadis engloutie par la lave. L'éruption du Vésuve, en 79 après JC, a laissé la ville de Pompéi complètement ensevelie sous des millions de tonnes de cendres. La cité antique a été retrouvée pour la première fois sous la roche volcanique au XVIe siècle. Mais ce n'est que dans les années 1870 que l'on a entrepris de l'excaver. Aujourd'hui, tu pourrais déambuler dans les allées de ces anciennes ruines romaines et te figurer à quoi ressemblait la ville à son apogée. Pompéi était une agglomération riche et animée. Les ruines du site ont révélé que de nombreux quartiers de la ville possédaient plusieurs fours à pain, de vastes marchés et même des maisons avec balcons. Un signe de grande richesse à l'époque. Et crois-le ou non, certaines œuvres d'art ont survécu à l'éruption. Les archéologues ont découvert des sculptures et des fresques parfaitement conservées, représentant des banquets et des créatures mythologiques. Tout cela tend à indiquer que les membres de la haute société y résidaient. La ville possédait même des thermes et un système de douche fabriqué dans des matériaux de luxe. Pendant que tu te trouves encore en Europe, tu feras bien un saut pour visiter l'emblématique Stonehenge. C'est une parfaite excursion d'une journée si tu séjournes un jour à Londres, qui ne se trouve qu'à un court trajet de ta destination. Stonehenge est situé dans la plaine de Salisbury, dans le Wiltshire, en Angleterre,
et représente l'une des ruines les plus connues au monde. Vieux de plus de 5000 ans, ces curieux anneaux de roche comptent parmi les plus anciennes structures en pierre de la planète. Faits de grès, ils sont entourés de mystères, car on ignore encore largement qui les a construits et dans quel but. Les théories les plus répandues affirment que Stonehenge aurait été utilisé comme un calendrier solaire géant, construit pour aider les gens à garder le compte des jours, des semaines et des mois. Quel travail acharné pour créer un banal calendrier, n'est-ce pas? La dernière étape de ton voyage t'emmènera à la découverte de l'Amérique latine. Au Guatemala, en Amérique centrale, se trouvent d'anciennes ruines mayas. La cité perdue de Tikal est un site composé de 3000 bâtiments, les vestiges de l'ancienne capitale de l'Empire maya. Son importance était autrefois comparable à celle de villes comme Londres ou New York aujourd'hui. L'Acropole Nord est l'ensemble de monuments le plus ancien de Tikal. Érigée à la seule force des bras humains en 350 avant notre ère, elle servait de lieu de dernier repos aux rois et aux prêtres. À l'époque, ces pyramides à degrés étaient peintes en rouge, une couleur adorée des Mayas. Mais aujourd'hui, bien sûr, tu ne verras plus que le calcaire. Tu te demandes peut-être ce qui a pu précipiter la chute d'une ville aussi grandiose. Les archéologues n'ont aucune idée de la cause du déclin de Tikal. Jusqu'à aujourd'hui, cette question demeure sans réponse. S'agit-il d'une famine? D'une épidémie? Peut-être ne le saurons-nous jamais. Envie de découvrir d'autres ruines mayas? Chichén Itzá est un site archéologique qui abrite les pyramides les mieux conservées de la planète. Située dans l'état mexicain du Yucatan, cette cité maya a plus de 1500 ans et elle abritait 35 000 personnes à son apogée. Le site s'étend sur près de 500 hectares et comporte de nombreuses ruines. Son point culminant est El Castillo, un immense temple flanqué d'escaliers qui s'élève à 25 mètres au-dessus du sol. Sa particularité réside dans le fait qu'il comporte 91 marches sur chacune de ses 4 faces. En comptant la plateforme supérieure, cela fait un total de 365 marches, qui se trouve également être le nombre de jours de l'année solaire. Ouf! Quel voyage trépidant! Il est temps de rentrer à la maison et de méditer sur tout cela. À la prochaine fois. Avant d'aborder le pourquoi et le comment de la présence de pyramides dans le monde entier, parlons de quelques exemples. Je commencerai par la pyramide du Soleil au Mexique. Ces gens savaient vraiment comment construire une ville. Leur centre urbain bien planifié s'étendait sur plus de 1800 hectares et comportait plusieurs pyramides. Mais la pyramide du Soleil est la plus impressionnante. Cette structure gigantesque a été édifiée en l'an 100 de notre ère et est l'une des plus grandes constructions de ce type dans tout l'hémisphère occidental. Elle s'élève à 66 mètres au-dessus du sol. Si vous vous retrouvez un jour dans cette ancienne cité, vous ne pourrez pas manquer la pyramide du Soleil. Elle se trouve juste à l'est de l'allée des Morts, la principale rue nord-sud de la ville. Pour construire cette incroyable pyramide, environ 765 000 mètres de matériaux ont été utilisés, dont une roche volcanique rouge appelée Tézontl. Impressionnant, non? Nous en savons assez peu sur ceux qui ont construit cette pyramide et sur sa fonction. Mais les archéologues pensent qu'il y avait autrefois un temple à son sommet. Dans les années 70, ils ont découvert un certain nombre de tunnels et de mystérieuses salles dans son sous-sol. En 2011, ils ont même trouvé une cachette contenant des pots en argile, des morceaux d'obsidienne, des os d'animaux, des figurines humaines et même un masque. Qui sait quels autres secrets se cachent dans cette pyramide? Si vous décidez de la visiter, vous devrez gravir les 248 marches inégales qui se trouvent sur sa face ouest. N'allez pas trébucher. Le Soudan a aussi ses pyramides. Les pyramides nubiennes ne sont pas aussi grandes que celles d'Égypte, mais il y en a quand même environ 200. Ces anciennes pyramides ont abrité pendant près de 1000 ans les tombes des pharaons du royaume de Méroé, qui régnaient sur l'Égypte de la Nubie à la mer Méditerranée. Les pyramides de Méroé ont été construites en granit et en grès rougeâtre. Et saviez-vous que le Soudan possède plus de pyramides anciennes que l'Égypte? Les pyramides couchites témoignent de l'architecture indigène et des traditions funéraires des royaumes de Napata et de Méroé en Nubie, que l'Égypte ancienne a influencé. Méroé,
où ont été enterrés plus de 40 reines et rois, est le site pyramidal nubien le plus étendu. Les murs des tombes représentent des rois momifiés parés de bijoux, leurs coffrets en bois contenant des arcs, des carquois de flèches et d'autres objets témoignant des relations et des échanges commerciaux avec les civilisations égyptiennes et grecques. Si vous souhaitez explorer des tombes anciennes, vous pouvez donc éviter les foules en Égypte et vous rendre au Soudan. Envolons-nous vers l'Irak à la découverte d'autres pyramides. Les ziggourats sont composés de strates successives et de temples étagés. Au lieu de murs lisses et droits, elles ont des étages, comme des gâteaux, qui permettaient la réalisation de travaux et la tenue de rituels importants. Ces structures imposantes sont disséminées dans tout l'Irak et l'Iran. Elles témoignent de la puissance et des compétences des peuples qui les ont construites. L'une des plus grandes et des plus impressionnantes ziggourats est celle d'Ur. Il s'agit d'une pyramide rectangulaire géante de 20 à 30 mètres de haut, surmontée de 3 niveaux de terrasse et d'un temple. Pouvez-vous imaginer le nombre de briques cuites qu'il a fallu pour construire cet édifice? 720 000 pour la seule partie inférieure. Cette ziggourate a été construite pour le roi sumérien Ur-Nama. Comme les autres, elle existe depuis des milliers d'années, ce qui explique qu'elle ait été un peu malmenée. Heureusement, le roi babylonien Nabuchodonosor II et quelques archéologues sont venus à sa rescousse, respectivement au 6e avant notre ère et au 20e siècle. Aujourd'hui, elle se trouve près de la base aérienne de Talil. La ziggourate d'Ur a été construite en 2100 avant notre ère par le roi Ur-Nama, pour le dieu de la lune Nanna. C'était le plus haut bâtiment de la ville et on pouvait le voir à des kilomètres à la ronde. Il ressemblait à la flèche d'une cathédrale médiévale. Les gens y apportaient leur surplus agricole et obtenaient leur lot de nourriture en retour, mais c'était aussi un lieu spirituel. Malheureusement, le temple de Nanna, situé au sommet de la ziggourate, n'a pas survécu, mais nous possédons quelques briques bleues, vernissées, qui pourraient avoir fait partie de son décor. Les parties inférieures de la ziggourate sont tout de même étonnantes. Les architectes ont même percé des trous dans l'extérieur du temple pour permettre à l'eau de s'évaporer. Maintenant que nous avons exploré quelques-unes des pyramides de notre planète, élargissons notre perspective. On en trouve dans de nombreuses régions du monde. L'Égypte compte plus de 100 pyramides. Le Soudan en a le double, et des dizaines d'autres sont disséminées au Moyen-Orient et en Chine. Mais c'est en Amérique que l'on trouve le plus grand nombre de pyramides. Il y en a plus là-bas que dans toutes les autres parties du monde réunies. Ces pyramides sont situées au Mexique, au Guatemala, au Honduras et au Salvador. Voici un aperçu de l'évolution des pyramides au cours de l'histoire. La plus ancienne se trouve en Égypte. Il s'agit d'une pyramide à degrés, constituée de couches de pierres superposées. C'est au pharaon Snéfrou que l'on attribue la création de ce type de pyramide très connu. Au cours de son règne de 45 ans, il a construit 3 pyramides. Ses 2 premières tentatives ont échoué, mais il a finalement réussi avec la pyramide rouge, qui est considérée comme la première vraie pyramide. C'est son fils, Khéops, qui construisit la grande pyramide de Gizeh, la plus haute construction humaine sur Terre pendant près de 4000 ans. Les pyramides d'Amérique latine sont semblables aux premières pyramides à degrés égyptiennes, mais elles ont été construites indépendamment les unes des autres. Les pyramides du Soudan ont été construites vers 700 avant notre ère. Elles sont hautes, mais beaucoup plus étroites que celles d'Égypte. Comment toutes ces civilisations ont-elles pu construire ces édifices sans communiquer entre elles? Après tout, les Aztèques, les Mayas et les anciens Égyptiens étaient aussi différents que possible. Mais malgré leurs différences culturelles, ils semblaient tous d'accord sur une chose. Les pyramides étaient plutôt cool. Les pyramides à degrés sont présentes dans le monde entier parce que c'était le type de structure le plus pratique et le plus stable. Elles pouvaient être construites en hauteur sans matériaux légers comme le bois ou le métal. La forme triangulaire avec une base carrée est extrêmement stable comparée à une structure cubique qui nécessiterait plus de matériaux pour une hauteur moindre.
En ce qui concerne la conception des pyramides, celle d'Égypte ressemblait à des triangles géants avec une base carrée, des côtés lisses et un sommet pointu. En revanche, les Aztèques et les Mayas ont préféré l'aspect d'un gâteau à étages, avec des marches menant à une plateforme au sommet. Ainsi, bien que toutes ces pyramides aient la même base, elles ont chacune leur propre style. Chaque groupe a construit ces pyramides en utilisant des inclinaisons, des techniques et des matériaux différents. Ainsi, même s'ils se sont parfois inspirés du travail des autres, ils sont restés originaux. Les pyramides égyptiennes avaient des faces lisses et inclinées conçues pour favoriser l'ascension de l'âme du pharaon. La pyramide du soleil a été construite au-dessus de grottes qui servirent de passage aux divinités. Les Mayas ont construit le temple de Kukulkan à Chichén Itzá pour honorer cette divinité que l'on représente généralement sous la forme d'un serpent. Surnommé El Castillo, il comporte 91 marches de chaque côté ainsi qu'une plateforme, soit 365 marches, une pour chaque jour du calendrier maya. Dites-moi les amis, comment les pyramides ont-elles été conçues? Pour commencer, ce sont des humains qui les ont construites, et non des extraterrestres débarqués sur Terre en soucoupe volante. Vous voyez, une chose que toutes les pyramides ont en commun, c'est qu'elles ont été bâties sans outils avancés et parfois même sans roues. Les ouvriers, qualifiés ou non, étaient nombreux, ainsi que les architectes. Par exemple, on estime qu'il fallut 20 000 personnes pour la grande pyramide de Gizeh, et que la plupart étaient de fins artisans. La construction d'une pyramide était une entreprise de grande envergure qui nécessitait des années de planification et d'efforts. Celle de Cholula, au Mexique, a nécessité 600 ans de travail. Comment se fait-il que le monde parle encore d'une statue qui n'a existé que pendant 54 ans, il y a plus de 2000 ans? En quoi cette impressionnante construction antique était-elle si unique pour que nous en discutions encore aujourd'hui? Je vais bien sûr parler du colosse de Rhodes. On le considère comme l'une des 7 merveilles du monde antique, avec la grande pyramide de Gizeh et les jardins de Babylone. Cette statue millénaire est enveloppée de nombreux mystères. Mais examinons d'abord certains faits, d'accord? Ce que nous savons, c'est que les habitants de Rhodes ont entrepris cet immense projet après la fin du siège macédonien de leur île. En d'autres termes, c'était une façon pour eux d'honorer les puissances divines et de célébrer leur victoire. Utilisant en grande partie des matériaux abandonnés par les Macédoniens, ils ont commencé la construction du colosse, qui aurait duré environ 12 ans. Selon la plupart des descriptions contemporaines de la statue, elle mesurait à peu près 32 mètres de haut. À titre de comparaison, c'est à peu près la taille de la statue de la Liberté qui mesure 46 mètres. Cela pourra te sembler peu. La statue de la Liberté est actuellement classée 52e statue la plus haute du monde. La championne demeure la statue de l'Unité en Inde, qui se dresse fièrement à une hauteur stupéfiante de 182 mètres. Mais dans l'Antiquité, c'était un véritable exploit. Mais la hauteur est-elle la seule similitude entre le colosse de Rhodes et la statue de la Liberté? Eh non. Les Américains surnomment leur statue le colosse moderne. Car les deux monuments ont été pensés comme des symboles de libération. Il y a même une plaque à l'intérieur du piédestal de la statue new-yorkaise où l'on peut lire le premier vers de ce sonnet. Le nouveau colosse, non pas comme le géant d'airain de la renommée grecque. La construction de cette colossale statue antique a nécessité énormément de bronze. Certains documents anciens indiquent même qu'il a fallu en utiliser entre 12 et 13 tonnes. Même pour les temps modernes, c'est beaucoup. Et à l'époque, on parlait d'une opération impliquant toute l'industrie mondiale du bronze. L'homme chargé de donner vie à la statue était Charès de Lindos, un sculpteur grec. Les travaux ont été effectués de 294 à 282 avant Jésus-Christ, mais malheureusement, Charès n'a jamais pu voir le résultat final. Nous ne savons pas exactement pourquoi, mais certains documents affirment que la construction du colosse de Rhodes l'aurait conduite à la faillite. Il n'aurait pas su estimer correctement le coût nécessaire à l'érection de l'imposant monument. Cependant, nous ne savons toujours pas avec certitude comment il leur a été possible de construire une statue aussi grande à l'époque. Ils n'avaient aucun des équipements dont nous disposons aujourd'hui, comme les excavatrices et les ascenseurs. D'après certains documents, il leur a fallu inventer une méthode totalement nouvelle.
Tout a été fabriqué sur place, pièce après pièce. Apparemment, ils auraient divisé la statue en plusieurs sections et commencé par les pieds. Une fois chaque partie terminée, d'énormes monticules de terre étaient placés tout autour afin que les ouvriers puissent travailler sur la section suivante. Cependant, ces informations ont été recueillies plus de 100 ans après la construction du colosse. Il est donc possible de douter de leur exactitude. Pendant ces 12 années, les Rhodiens ont travaillé sans répit. Ils ont d'abord posé une base de marbre blanc avant d'y placer les pieds de la statue. Ensuite, ils ont fabriqué une sorte de squelette de fer, auquel les plaques de bronze sont venues s'ajouter. Mais pourquoi avoir choisi le bronze? Pour des raisons pratiques. En fait, le bronze était plus résistant que le fer, et donc mieux à même de faire face à des conditions climatiques extrêmes. De plus, si l'on y réfléchit bien, la statue était située assez près de la mer. Donc l'air devait être assez salé. Voilà pourquoi il leur fallait utiliser un matériau très robuste. Quel était son emplacement exact? Ça, c'est une chose qui fait l'objet de débats depuis très longtemps. Les chercheurs pensaient initialement que la statue se tenait debout avec une jambe de chaque côté du port de Mandraki. L'un des nombreux ports de la cité de Rhodes, en gros, elle chevauchait en quelque sorte l'entrée de l'île. Aussi magnifique que cela puisse paraître, il est fort probable que ce ne soit là qu'une légende. Tout d'abord, il aurait fallu pour cela fermer le port pendant toute la durée de la construction, ce qui ne semble pas correspondre à ce que l'on trouve dans la plupart des documents. De plus, lors de sa chute, la statue serait venue complètement bloquer le port, ce qui, encore une fois, ne semble être mentionné nulle part. Selon les représentations les plus récentes, le colosse se trouvait très probablement sur le côté est du port de Mandraki, ou peut-être même plus loin dans les terres. Alors, qu'est-il arrivé à cette impressionnante structure? N'en reste-t-il vraiment rien aujourd'hui? Et pourquoi n'a-t-elle tenu que 54 ans alors qu'il a fallu si longtemps pour la construire et qu'elle était si importante pour les habitants? C'est simple, un tremblement de terre a causé la chute du colosse de Rhodes, tant admiré des Grecs de l'époque. On raconte qu'en raison du séisme, la statue s'est brisée au niveau des genoux et s'est retrouvée couchée sur le sol. Néanmoins, on a continué à venir l'admirer pendant des siècles. Les habitants de Rhodes ne voulaient pas reconstruire le monument car ils considéraient sa chute comme un signe du destin. Au milieu du 7e siècle, ce qui restait de la statue a fini d'être déblayé. D'après la légende, il aurait fallu près de 900 chameaux pour transporter tout ce bronze effondré. Et à quoi ressemblait donc la statue? Cela aussi est entouré de mystères. Le colosse était un symbole de la fierté et de l'indépendance des habitants de l'île. Mais son image ne figurait pas sur la monnaie locale, bien qu'une telle chose soit courante à l'époque. Certains historiens de l'art pensent cependant que le colosse avait des similitudes avec d'autres représentations du même personnage mythique, une figure masculine avec des rayons de lumière autour de la tête. La position de ses mains est encore sujette à débat. Certains disent même qu'il est possible qu'il ait tenu une torche. Nous ne savons pas non plus si ses bras étaient positionnés le long de son corps ou si sa main droite était levée, comme c'est le cas dans de nombreuses représentations mythologiques de l'Antiquité grecque. Nous ne pouvons pas non plus admirer l'original, mais certaines personnes ont le projet de reconstruire le colosse. Un groupe d'architectes européens entend construire une version 21e siècle de l'ancienne statue. Cette nouvelle construction doit s'élever à une hauteur de 152 mètres. Elle servira de centre culturel et de phare. Pour s'assurer qu'elle ne finisse pas comme son ancêtre, les concepteurs ont l'intention d'utiliser toutes les technologies disponibles aujourd'hui. Tout d'abord, ils prévoient de recouvrir tout l'extérieur de ce colosse moderne de panneaux solaires, afin que l'énorme monument dispose de suffisamment d'électricité. Ils comptent aussi utiliser les techniques les plus modernes pour que les tremblements de terre et les tempêtes n'affectent pas, comme ce fut le cas autrefois, l'impressionnante structure. Pour ce faire, ils construiront donc la statue selon une configuration en trépied. Aux 2 pieds viendra s'ajouter un pilier de soutien caché dans une écharpe, allant du bras de la statue jusqu'au sol. Ils prévoient également de placer un lourd support en acier autour de la base afin de faire contrepoids à l'ensemble. Ils ont même pensé à un système de suspension qui permettrait à la statue de se balancer d'avant en arrière, la rendant ainsi un peu plus flexible et par suite capable de résister aux diverses conditions météorologiques. Les coûts de ce projet sont cependant assez élevés. Environ 283 millions de dollars.
Les partisans du colosse moderne sont optimistes, car ils sont certains de pouvoir réunir cette somme impressionnante grâce au financement participatif et aux investissements privés. Tartessos, une société mystérieuse et très avancée qui a autrefois prospéré, puis disparu soudainement sans crier gare. Mais avant leur disparition totale, ils ont accompli des rituels étranges, comme s'ils cherchaient à se protéger de quelque chose. Qu'a-t-il bien pu leur arriver? Essayons de le découvrir ensemble. Nous nous rendons dans le sud-ouest de l'Espagne, il y a environ 2500 ans. Autrefois se trouvait ici une splendide cité, le centre de commerce de Tartessos. Imaginez un temple au cœur d'une ville désertée, un édifice monumental de 2 étages à couper le souffle. Une puissante odeur de viande grillée emplit l'air et la fumée s'élève haut dans le ciel, embaumant tout le sanctuaire. Le soleil s'est déjà couché. Il est temps de se préparer pour le rituel. Nous pénétrons dans l'ancienne salle monumentale. À l'intérieur, des centaines de personnes se rassemblent autour d'une longue table en bois, ornée de poteries délicates et de bols faits de bronze. Ils boivent et festoinent. Ces gens s'amusent bien plus que les animaux à l'extérieur du bâtiment qui sont en train d'être préparés pour le rituel. Chevaux, vaches, cochons, ânes et même des chiens. Tous ont été amenés ici pour apaiser les divinités. Et ce qui se passe après le rituel est encore plus incroyable. À la fin de la cérémonie, les gens saisissent des torches et incendient tout le bâtiment. Tout est réduit en cendres et en braises rougeoyantes. Et lorsque les dernières s'éteignent, on attrape des pelles et on commence à ensevelir l'endroit. Il leur faudra plusieurs jours pour enfouir l'ancien sanctuaire sous des tonnes de terre. Ils travaillent sans relâche. À certains endroits, l'épaisseur des couches de boue et d'argile atteindra plus de 4 mètres. Puis, ces gens, les derniers Tartésiens connus, quittent simplement l'endroit et disparaissent de notre monde, pour toujours. Mais que s'est-il passé ? Pourquoi ont-ils fait tout cela? Commençons par le commencement. Tartessos a été mentionné pour la première fois dans des textes grecs et romains il y a plusieurs milliers d'années. Mais pendant longtemps, nous ne savions pas exactement de quoi il retournait. Toutes ces descriptions étaient aussi confuses que contradictoires. Certains archéologues pensaient que Tartessos était un port maritime. D'autres croyaient qu'il s'agissait d'une rivière ou d'un réservoir. Certains allaient même jusqu'à suggérer un lien avec la mythique Atlantide, une idée vite rejetée par la communauté scientifique, faute de preuves. Mais aujourd'hui, enfin, nous connaissons la vérité. Tartessos était une ancienne civilisation située sur la péninsule ibérique, l'une des régions les plus méridionales d'Europe. Elle a prospéré du 9e au 5e siècle avant Jésus-Christ, avant de disparaître soudainement, il y a environ 2500 ans. Cette civilisation était prospère. La région possédait d'importantes réserves de métaux, se favorisant une économie florissante. De l'argent, du cuivre, du plomb et d'autres ressources étaient extraits des montagnes locales de la Sierra Morena. Presque tous les habitants s'adonnaient au commerce, une activité répandue chez eux. N'est-il pas étrange qu'il reste si peu de traces de leur existence? Peu de monuments de leur culture ont subsisté jusqu'à aujourd'hui. En tout, les scientifiques ont pu identifier environ 20 sites archéologiques liés à Tartessos à travers toute l'Espagne. 3 d'entre eux ont été mis au jour dans la vallée du Guadiana. Cancho Roano, Casas del Turuñuelo et La Mata. Commençons par le premier. Cancho Roano a été découvert en 1978. Cette trouvaille est l'une des pièces les plus significatives du puzzle tartésien. Il s'agit de l'une des structures les mieux conservées de cette civilisation. Non seulement les murs ont survécu jusqu'à nos jours, mais également l'autel, le fossé qui l'entourait et plusieurs artefacts, tels que des bijoux et des gobelets. C'était un bâtiment carré entouré d'un profond fossé rempli d'eau. Et pour être honnête, nous ne connaissons toujours pas sa fonction exacte. Nous supposons simplement qu'il pourrait s'agir d'un ancien temple. Certains rituels y étaient pratiqués, comme l'incendie du temple suivi de son ensevelissement sous d'épaisses couches de sable et d'argile. On y a même laissé quelques précieux artefacts, comme des outils et des bijoux en or. Passons à la découverte suivante. Casa del Turuñuelo est également l'un des complexes de cette époque les mieux préservés de tout le bassin méditerranéen occidental
Découvert il y a seulement quelques années, en 2015, il n'a pas encore été entièrement étudié. Mais nous savons déjà que cet endroit était plutôt étrange. Casas del Turuñuelo était un bâtiment somptueux et non un simple campement. On parle d'un lieu à l'architecture monumentale et impressionnante, avec de vastes escaliers, des voûtes au plafond, des matériaux raffinés venus de tout le pourtour méditerranéen, et les toutes dernières technologies de construction. C'était censé être un lieu de pouvoir, peut-être même un palais. Et oui, cet endroit est également devenu le décor de terribles rituels. On ne sait pas vraiment si les Tartésiens avaient dans l'intention de détruire ce lieu magnifique dès le début, mais c'est ici qu'ils ont réalisé le plus grand rituel de la région, impliquant plus de 50 animaux, y compris les plus précieux, les chevaux, qui étaient leur seul moyen de transport. Le fait qu'ils aient de sacrifier leurs chevaux peut indiquer qu'ils prévoyaient de rester ici pendant un certain temps. Peut-être espéraient-ils apaiser les dieux et s'établir sur ces terres. Le rituel a été réalisé exactement tel qu'ils le souhaitaient. Et, tout comme Canchoroano, l'endroit a également été incendié. Une fois le rituel achevé, les habitants ont enseveli le site et sont repartis, disséminés à travers la péninsule ibérique. Aujourd'hui, c'est un lieu tranquille et déserté. Tout comme Canchoroano, il se dresse ici intact depuis plus de 2000 ans. Notre dernière découverte est celle de la Mata, mise au jour bien plus tôt que les deux autres, en 1930. La ressemblance entre elles est frappante, car la Mata a connu le même sort. Elle a été incendiée et oubliée pendant des siècles. Tout cela reste très étrange. Il semble que les Tartésiens fuyaient quelque chose. Peut-être que des événements les ont poussés à construire ces salles de banquet et à organiser des rituels à grande échelle. Ils ont pu croire que les dieux s'étaient détournés d'eux et auront tenté de les apaiser. Mais hélas, cela n'a pas fonctionné. En conséquence de quoi, ils ont été contraints de quitter leur temple et ont vite disparu à jamais. Et d'ailleurs, pourquoi ont-ils disparu après tout? Eh bien, c'est un autre mystère de cette civilisation. Une des questions les plus importantes est: savaient-ils qu'ils allaient disparaître ou cela a-t-il été inattendu? Ont-ils essuyé une catastrophe soudaine à laquelle ils tentèrent d'échapper? Ou était-ce autre chose? Les scientifiques ont plusieurs théories à ce sujet. La première théorie avance que plusieurs grands tremblements de terre et tsunamis consécutifs auraient pu se produire dans la région. Ces catastrophes naturelles auraient détruit ces peuplements et fortement démoralisé les survivants. Peut-être cherchaient-ils à échapper à cela. Une autre théorie évoque certains problèmes d'ordre commercial. Étant riches en minerais et dépendants de leur économie, tout problème à ce niveau aurait pu entraîner de graves difficultés. S'ils avaient connu une crise minière, alors les relations entre différentes nations auraient pu se détériorer considérablement, rendant la situation très difficile. La vérité se trouve probablement quelque part entre ces théories. La plus récente suggère qu'au VIe siècle avant Jésus-Christ, un tsunami de grande ampleur aurait frappé le port de Tartessos, endommageant gravement l'économie et détériorant les relations de Tartessos avec ses voisins. Quoi qu'il en soit, tout cela relève de la spéculation. Ce site est une véritable mine d'or pour les archéologues. Il renferme une quantité immense d'informations et de secrets qui attendent encore d'être dévoilés. Les Tartésiens n'avaient aucune idée qu'en enterrant leurs artefacts, ils offraient un cadeau inestimable aux futurs chercheurs. Et tandis que les scientifiques poursuivent leurs recherches, nous pouvons d'ores et déjà admirer les découvertes faites jusqu'à présent. Les amateurs d'histoire peuvent admirer des outils tartésiens, des figurines de chevaux et des pièces en ivoire décorées au musée archéologique de Badajoz. Espérons que dans le futur, les archéologues en apprendront davantage sur cette civilisation et que nous découvrirons enfin ce qui leur est arrivé.